podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis super content. Je m'entretiens avec un Français dans la spéciale Barkley Marathon 2 de 3. Je m'entretiens avec un Français qui a terminé 3 tours sur 5, qui a quand même fait un top 10. L'an passé, il a gagné la Barkley Fall Classic. Il a aussi gagné en 2019 la Chartreuse Backyard Ultra. Il s'est bien classé à la Diagonale des Fous. Donc, Max Gaudin, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup à toi. Je suis ravi d'échanger avec toi et les auditeurs. Yes, ça fait super plaisir. Puis c'est tellement le fun de parler de la Barclay. Puis en plus d'avoir la chance d'en parler en français, ça va être super apprécié. Ouais, c'est clair. Ben, le monde francophone est complètement fan de la Barclay et il y a beaucoup de choses qui sortent. Des fois, c'est très dense en contenu, mais en fait, il y a toujours des nouveautés à sortir. Donc, j'espère qu'il va y avoir des choses nouvelles que les gens vont apprendre sur la Barclay en français, effectivement. Super. Écoute, ben, ma première question qui est souvent la même à un nouvel invité sur le podcast, là, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Alors moi j'ai commencé le sport, je devais avoir l'âge de 5 6 ans par là, par la natation. Donc c'est mon premier sport, c'est vraiment la natation. J'avais peur de l'eau. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles mes parents m'ont mis à la natation. Et puis en fait, quand on se retrouve dans un club de natation, petit à petit, on fait de la compétition, etc. Donc j'avais pris un petit niveau qui était pas mal. Après, mon frère était bien meilleur que moi. Il a fait des sélections quasiment au niveau national en natation. Mais c'est aussi un sport qui est très ingrat. Donc voilà, on fait des heures et des heures dans la piscine avec toujours les mêmes carreaux et donc, quand j'ai eu 15 ans, en fait, j'ai un petit peu arrêté la natation du jour au lendemain, même si j'avais eu un bon niveau. Et bon, voilà, en tout cas, je m'amusais quand même bien, notamment avec les copains. Et puis surtout, j'ai découvert la course d'orientation à l'adolescence. Et puis voilà, quand on vient de la piscine, découvrir un sport de pleine nature où c'est toujours différent et où même quand on court toujours dans la même forêt, puisque moi, je viens du nord de la France. Donc vous connaissez peut-être pas au Canada, mais le nord de la France, c'est pas l'endroit le plus sauvage. Il y a très peu d'espace naturel et c'est très urbanisé. Mais on a quelques forêts quand même et à chaque fois, c'était une nouvelle aventure que de faire de la course d'orientation. Donc là, c'est là où j'ai vraiment développé, on va dire, cette envie de pratiquer les sports outdoor avec la course d'orientation à l'adolescence. Mais ouais, mon sport de base, c'est la natation. OK, super. Donc, est-ce que tu as commencé à courir ou au début, c'était vraiment plus l'orientation en tant que telle? Ouais, à la natation, on faisait quelques petits entraînements des fois de course à pied, mais j'ai fait un petit peu les crosses en parallèle quand j'étais plutôt nageur. Et en fait, les professeurs d'éducation physique et sportive qui géraient les crosses et les équipes de cross au collège faisaient également la course d'orientation. Donc j'avais entendu parler de la course d'orientation, ils me tannaient un petit peu pour que je vienne essayer. Et puis quand j'ai fini par mordre un petit peu tardivement pour vraiment aller faire du haut niveau en course de natation, mais en tout cas, je me suis pris de passion pour ce sport et notamment avec le club de Douai où je suis encore licencié et c'est vraiment un sport qui est génial tant au niveau des valeurs qu'au niveau de la découverte, découverte de soi, découverte des paysages, découverte d'endroits fantastiques. Donc c'est là où je me suis vraiment mis à courir et à faire déjà à l'époque, alors c'est début des années 2000, on courait sur les terris pour s'entraîner. Nous, donc dans le nord, comme il n'y a pas du tout de dénivelé, c'est les petits tas de charbon qui sont des résidus des mines. Voilà, donc on courait sur ces petits monticules pour s'entraîner quand les compétitions avaient un petit peu de dénivelé. Donc tu vois, c'était déjà un peu du trail running, mais à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Il n'y avait pas de course de trail running, en tout cas pas dans le nord. Et on a commencé à faire ça dès l'adolescence. Et puis c'est de là que c'est venu. OK, super. Puis est-ce que tu as fait de la course sur route aussi en parallèle avec ça?
Ouais, complètement. Quand j'étais nageur, je faisais du 10 kilomètres et j'en ai pas fait, je pense, depuis l'âge de 16 ans, à mon avis. Donc ça fait 20 ans que j'ai pas fait de 10 kilomètres sur route, mais j'en faisais plusieurs par an, deux, trois par an et j'étais pas trop mauvais, ouais, parce que j'étais plutôt bien classé et je crois qu'il y a une année où j'ai fait les minima pour les championnats de France, mais j'étais pas licencié, donc j'étais pas allé au championnat de France de 10 kilomètres. OK, OK. OK, super. Puis, dis-moi, ça se passe comment, hein, ou juste la course d'orientation? C'est vraiment que t'as une quête de choses à trouver? Ouais, alors le principe, on va dire en compétition, c'est on a un parcours à faire dans l'ordre, donc on a un ordre imposé de balises, et puis c'est un parcours qui se fait en contre-la-montre, donc on a des départs échelonnés, on part chacun à notre heure de départ et on fait le parcours le plus rapidement possible. Donc ça, c'est le format, on va dire, de base, puis après, il y a différents types de distances, en sachant que le format le plus long en course d'orientation, la longue distance, fait 1h40 en élite pour le vainqueur, donc ça reste des efforts qui sont assez courts en termes d'intensité, on est au seuil et au seuil en lisant la carte, donc c'est hyper fatigant au niveau de la proprioception parce qu'on est en tout terrain. Au niveau donc physique, c'est quand même une vitesse de course qui est assez élevée et en plus on se crame le cerveau à imaginer des itinéraires dans des terrains qui sont parfois très compliqués. Donc c'est un sport qui est très très complet et qui demande une grande présence. Il faut être vraiment complètement dans l'instant présent sur la course d'orientation ce que j'ai pas mal retrouvé à la Barclay, on en parlera après. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est de développer, ça fait longtemps d'ailleurs, tu as Ouais, développé ces skills-là, fait que la Barclay, c'est pas un hasard que ça soit arrivé dans ta vie. ouais, complètement, hein. Et après, c'est totalement différent parce que être concentré 1h40 et être concentré 60 heures, c'est pas du tout la même chose, mais clairement, Clairement, il ouais. y a, il y a quand même des trucs au niveau mental sur le côté concentration, déconcentration. En fait, tu peux pas être concentré tout le temps de manière enfin, uniforme sur un effort comme la Barclay, mais c'est aussi le cas sur un effort court comme une course d'orientation. Et donc ça, effectivement, il faut savoir connecter et déconnecter au bon moment. Et ça, à la Barclay, je pense que c'est indispensable pour aller loin. En tout cas, et il n'y a pas beaucoup d'endroits pour déconnecter à la Barclay. Finalement, c'est une course qui est hyper intense, où il y a très très peu de temps mort. Et du coup, ça passe très très vite. Hein, on s'ennuie vraiment pas, hein, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer en se disant, ah, on fait des tours, c'est toujours la même chose, etc. Non, non, il faut être hyper vigilant, hyper concentré. Et à part finalement deux sections celle de Raggio où tu es sous une ligne, donc là, il n'y a pas trop à réfléchir. Et puis une section qui est sur un chemin, mais qui dure pas non plus excessivement longtemps. Hein. C'est 1 heure de montée, et puis la descente, ça prend un petit peu moins de temps. C'est les deux seuls endroits où on peut reposer le cerveau, quoi. Mm. Qui est quoi, 5% de l'épreuve, peut-être? Ouais, peut-être 10 allez, histoire Ouais. d'être sûr d'être dans les clous. Mais oui, oui, Mais c'est un c'est cas. très, très peu, là, finalement. Ah ouais, ah ouais, ouais. Puis et ça fait du bien, mais en même temps, c'est pas du tout suffisant pour vraiment se reprendre, enfin, avoir les idées claires, quoi. C'est ça qui est hyper intense à la Barclay et aussi la taille des montées, des descentes. En fait, c'est que des petites montées et petites descentes. Hein. Surtout, voilà, moi j'habite maintenant dans les Alpes. On a des trails et des ultra trails avec des très longues montées et des très longues descentes. Là, en fait, ça n'arrête pas. On enchaîne les petites montées, les petites descentes. C'est jamais plus d'1 heure de montée. Et donc, les descentes, c'est rarement plus d'un quart d'heure. J'exagère un petit peu, mais il y en a peut-être des un peu plus longues, mais un quart d'heure, 20 minutes, peut-être une demi-heure de descente. Et au final, allez, tu dois renquiller et repartir dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment très, très prenant, très, très intense de faire ça en permanence. Ouais. OK, OK, super. Mais avant qu'on rentre plus dans les détails puis qu'on rentre vraiment, vraiment dans la Barclay et la BFK, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours, de comment les ultra trails sont arrivés dans ta vie. Je crois que c'est en 2015 que tu as couru ton premier ultra trail. 2013, je crois. Enfin, OK. après, ça dépend où on met la barre de l'ultra, mais en 2013, en fait, il s'est créé un ultra trail là où j'habite actuellement, dans le massif de Beldon, qui est le massif où j'ai découvert la montagne, en fait, avec mes parents et avec mon frère. J'ai appris le ski ici, et puis au début des années 2000,
On est venu aussi à l'été, donc j'ai découvert un peu la randonnée en montagne l'été, et ce qui m'a donné envie de venir habiter dans la région. Et donc quand s'est OK. créé l'échappée belle en 2013, j'ai voulu absolument participer, sauf que à Oh. l'époque, c'était soit tu faisais l'intégrale 150 km annoncé, même peut-être moins annoncé, mais en tout cas sur un terrain qui est très très difficile, soit Mhm. tu le faisais en relais à deux, et donc on s'est chauffé avec mon frère à faire le relais à deux, et ça a été une expérience de vie incroyable parce qu'on n'était absolument pas prêts, surtout dans Beldon. Donc ouais, on a pris une énorme leçon, une énorme claque, et moi c'est mes premiers souvenirs avec l'ultra, et j'ai clairement vécu un ultra cette année-là parce que la nuit avant la course, on a flippé, on n'a pas du tout dormi tellement on était stressé. Après, j'ai balancé mon frère du coup dans un chantier sans nom. Lui, il n'était pas du tout entraîné pour, donc je me suis fait beaucoup de soucis pour lui, impossible de dormir. Et puis moi, du coup, je suis parti au bout de 24 heures de course. Donc ça faisait déjà 2 nuits blanches, et je suis parti. Moi, j'ai couru aussi 23 heures, donc j'ai attaqué en fait une troisième nuit sans sommeil. Donc Wow. finalement, même si c'était que 80 km, l'expérience en tout était vraiment une expérience d'ultra trail. Donc ouais, c'est ça un peu ma première expérience d'ultra. Puis mon premier 100 miles, c'est un petit peu plus tard, en 2018, à la Diagonale des Fous. Ouais. Où là, du OK. coup, c'était un projet plus entre copains. Ouais. OK. Ouais, puis l'échappée belle, tout le monde qui m'en ont parlé, c'est clairement. Ben, c'est une course assez mythique là, en France, mais qui est clairement très, très difficile. Ouais, très difficile, puis c'est même difficile à classer comme ultra trail tellement le terrain est particulier. D'ailleurs, l'organisation parle de ultra trail, de trek, de raid. Faut pas le prendre comme un ultra trail en fait classique parce que tu te casses les dents. C'est vraiment de la randonnée. Le terrain est très très difficile. Et moi, c'est un peu une course, alors voilà, qui est fondatrice pour moi en ultra trail, mais qui est aussi une course sur laquelle je me casse les dents systématiquement parce que j'y vais avec beaucoup trop d'envie, et puis parce qu'aussi c'est une période où au niveau du boulot, moi j'ai beaucoup de travail, donc j'ai du mal à arriver vraiment prêt sur cette échappée belle. Et c'est un de mes regrets, mais je vais y remédier un jour, mais pas cette année. OK, OK, super. Puis ça se passe quand, ça, dans l'année? C'est au mois d'août, en général c'est une semaine avant l'UTMB, donc vers le 20 août à peu près. OK, 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 super. Puis, Diagonale des Fous, comment ça s'est passé pour toi, ton premier 100 mètres? Ouais, alors c'était un peu un pari, on va dire, avec les copains en 2014, du coup l'année après où je fais l'échappée belle, on s'est dit ah bah il faudrait qu'on fasse cette diagonale des fous qui nous a tant fait rêver. En fait, c'est les copains de la course d'orientation, on a toujours eu cette philosophie-là de ce qui nous fait rêver, on va le faire. Et il y avait des grands relais en Scandinavie qui s'appellent la Jukola, la Tiomila, en course d'orientation, et on regardait ça à la télé quand on était ado. On passait toute la nuit à regarder la télé, et puis à un moment donné, on s'est dit bah on y va et on va le faire, et donc on est allé faire ces grands relais, et le vivre c'est incroyable, tu as des émotions de folie. La Yukola, tu cours, il y a 15 000 coureurs dans la forêt, tu fais un départ en masse avec 2000 personnes, c'est des trucs de malade que tu peux même pas imaginer quand t'es pas dans le monde de la course d'orientation. Et du Mhm. coup, la diagonale, c'est un peu la même histoire, c'est avec la même bande. On s'est dit, bah ça a l'air d'être vraiment une bonne dinguerie. Et puis, comme on est bien dingue, on va s'engager dessus. Et puis, on s'était mis l'horizon 2020 pour se laisser quand même un peu de temps, tu vois. On avait bu pas mal de bière, mais pas suffisamment pour se dire qu'on allait au charbon dès l'année suivante. Donc, on s'était donné 6 ans. Puis, finalement, on a rapproché un petit peu l'échéance. On l'a mis en 2018. Et donc, en 2018, toute la bande, là, on s'est chauffé pour faire la diagonale des fous. Chacun à notre vitesse, mais on a tous terminé. Et effectivement, pour moi, c'est plutôt pas trop mal passé, même si la fin de course a été difficile. J'ai fini ouais, 53e, donc pour mon premier 100 miles, c'était plutôt pas mal. Et j'ai surtout vécu aussi une très très belle aventure humaine sur cette épreuve-là, en passant pas beaucoup de temps avec un copain Aurélien sur la dernière partie de course, et c'était vraiment génial. Ouais. OK, OK, super. Ouais, tu as mis 32 heures, je crois, qui est quand même un temps très bon. Là. La majorité des gens que je connaisse qui font la diagonale, c'est plus 40 heures, ce que j'entends. Là. Ouais, c'est ça. Puis en plus, là, le parcours à l'époque, alors là, ça va revenir le Maïdo, mais il y a effectivement la difficulté du Maïdo qui était assez terrible à l'époque. Là, ces dernières années, le parcours était un petit peu plus court. Mais ouais, j'étais assez content de mon temps, même si c'était pas le chrono que je visais, évidemment. Mais quand même, c'est un beau chrono, surtout pour un premier 100 miles. Donc ça m'avait bien lancé, ouais. Surtout le niveau de technicalité du terrain. Là. Mm.
Ouais, ça j'adore. Enfin voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Les cailloux, le terrain raide, les difficultés, c'est vraiment ça que j'aime plus que la vitesse qu'on peut trouver sur des ultras, bah, notamment en Amérique du Nord et puis à l'UTMB. Ce qui fait le succès de l'UTMB, c'est aussi que il y a beaucoup de, enfin ça match un peu entre les Européens et puis les Nord-Américains qui ils sont un peu sur un terrain à mi-chemin, on va dire. Mais nous, en Europe, on a quand même beaucoup d'ultra trail qui sont bien, bien techniques, quoi. Ouais, 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 ouais. Super. Puis, après ça, 2019 est arrivé la Chartreuse Backyard Ultra. Comment c'est venu l'idée de courir des Backyard Ultra pour toi? Alors moi j'adore les nouveautés. J'adore un truc qui sort. Je veux participer. Donc quand bah, l'échappée belle a été créée, j'ai voulu participer à l'échappée belle, même si j'avais pas du tout le niveau. Quand la Chartreuse Terminorum, qui est la petite sœur de la Barclay, a été créée en 2017, j'ai voulu participer. J'ai donc été au départ de la première édition. Et même Ah si oui, ouais, j'avais ni le niveau ni bah, j'avais pas le temps non plus parce qu'en fait le lendemain je travaillais, donc j'ai dû abandonner au bout d'une boucle, mais sur la première édition de la Chartreuse Terminorum, on fait la première boucle en 12 heures et quelques, 12h20, je crois, avec mon copain Gaëtan. On était les deux seuls un peu orienteurs du plateau. Et je crois qu'après, les troisièmes sont arrivés plus de 2 heures ou 2 heures et demie après nous. oh, Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout la connaissance de la course et du terrain. Et nous, en fait, on s'est régalé à orienter. C'était un grand, grand plaisir. J'avais aussi participé entre-temps à la Solitaire des Templiers, qui était une épreuve sur le Festival des Templiers, qui est aussi un gros, gros festival en France, tout en orientation, et ça, c'était aussi génial. Et puis, bah, du coup, la backyard, c'était une nouveauté. Et puis, moi, je suivais déjà depuis quelques temps la Barclay, et, enfin, au moins depuis 2017, mais même encore un petit peu avant. Et quand le concept de backyard, et je suivais les exploits de Guillaume Calmette, qui était pour moi une idole absolue à ce moment-là. Donc, il faisait des backyards, il avait gagné la Bigs aux États-Unis en faisant 59 tours. ouais, ouais, Et ouais, donc, je me souviens. voilà, donc quand c'est arrivé en France, il fallait que j'y sois, quoi. Effectivement, j'étais pas du tout préparé non plus. Je savais pas ce que c'était. J'avais pris aucune information sur comment gérer la course. Mais en fait, j'ai adoré le concept. J'ai adoré la course. Dès le premier tour, j'ai échangé avec un copain, là, Ludo, qui m'a donné quelques tuyaux parce que lui, il avait eu Guillaume au téléphone, ou en tout cas, il avait eu quelques conseils par Guillaume. Et du coup, j'ai trouvé ça génial, le fait que tu puisses, enfin, en fait, chacun à notre niveau, tu peux avoir ta propre stratégie et essayer d'aller chercher tes limites sur cette épreuve-là. Et tu enlèves le critère de la technicité, puisque nous, le parcours de la Chartreuse Bacard, il était tout plat et assez facile. Donc, pas de dénivelé, pas de technicité. Tu enlèves aussi l'inconnu lié au ravitaillement. Tu peux gérer ton ravitaillement. Donc, il te restait après à gérer ton mental et ton sommeil, ce qui pour moi étaient les deux points faibles après la diagonale des fous, puisque j'ai OK. souffert un peu du manque de sommeil et puis j'ai souffert aussi, je pense, voilà, d'une inexpérience. Donc je m'étais dit, bah, c'est l'épreuve parfaite pour travailler sur mes points faibles, en fait. C'est vraiment comme ça que je l'ai prise. Et OK. ça a été beaucoup plus que ça au final. Humainement, c'était génial, hein. On sent la patte de Laz et de ses concepts qui sont très forts au niveau communauté, hein. C'est Ah vraiment ouais. régalé à voir chacun se dépasser, chacun à son niveau. C'est absolument exceptionnel. Et puis bah après, ouais, il y a eu le face-à-face avec Valérie à la fin, que je connaissais bien de la Terminorum. Et là, c'est entré dans une autre dimension. C'était très rigolo de vivre ça. Finalement, la backyard, c'est pas une compétition où tu es contre les autres, jusqu'au moment où tu te retrouves à deux. Et quand ça s'arrête, enfin, quand ça s'arrête pour l'un, ça s'arrête pour l'autre aussi. Donc, c'était vraiment très, très particulier à vivre. J'ai adoré. Ouais. Donc, la première fois que tu as participé à Backyard, est-ce que c'était en 2019? C'est en 2019, ouais, c'est ça. Et donc j'avais fait Oh. 41 tours, puisque du coup, ben, Valérie avait arrêté au bout de 40. Et on avait Ouais, un ouais, ouais. objectif commun à 36 tours, et puis finalement, on est allé un petit peu plus loin. Ah, ben quand même, félicitations. Ouais, c'était cool, merci. Puis ça, est-ce que ça t'a donné le goût de te lancer plus loin en backyard? Ouais, l'année suivante, du coup, il y a eu les championnats du monde par équipe, donc j'ai participé avec l'équipe de France en 2020. Et en OK. fait, bah là, ouais, c'est les années où j'ai eu un petit peu plus de mal à performer. C'est le Covid qui est arrivé à ce moment-là, et moi, j'ai eu beaucoup de soucis. Je travaille dans le tourisme avec mon agence de voyage où on fait des stages trail qui s'appelle Trails in France, et du coup, en fait, on a eu énormément de problèmes. Clairement, tout s'est arrêté. En fait, Ah l'activité ouais. s'est arrêtée.
Ben oui. Donc, beaucoup de soucis. Et cette année-là, sur la backyard, j'étais pas dans le bon état d'esprit pour aller loin. Donc, voilà, après, j'ai un peu lâché la backyard parce que enfin, ouais, pas le temps de me consacrer vraiment pleinement à ça. Et puis en fait, je suis revenu à la backyard par la case organisateur, parce que l'année dernière, j'ai créé une backyard du coup à Douai, dans le nord de la France, là où je suis originaire. Et puis on organise du coup tous les ans cette One More Look Backyard Ultra à Douai au mois de juin. Donc le fait de revenir en tant qu'organisateur m'a donné envie de revenir en tant que coureur. Mais voilà, c'est une épreuve qui est quand même hyper exigeante dans une saison. Et puis moi, je suis pas quelqu'un qui borne beaucoup, donc vu que je fais beaucoup de montagnes, j'ai très très peu de kilomètres au compteur finalement. J'ai pas mal de dénivelé, mais très peu de kilomètres au compteur, donc c'est difficile de préparer une backyard. OK, OK, je comprends. Puis, ben, tu me laisseras le lien de ta backyard. On va mettre ça dans le descriptif du podcast, là, si ça intéresse des gens, des Français. Il y a quand même de plus en plus de Français aussi qui écoutent le podcast. Donc, Trop bien. super. Ouais, carrément. Bah, en plus, là, la course, elle est quasiment complète pour le mois de juin. Et en fait, moi, ce que je suis très fier, c'est que du coup, le nord de la France est très, très bien situé pour qu'il y ait des Belges, des Hollandais et des Anglais et même un Irlandais qui vient cette année. Donc, je suis Ah, très, c'est très cool ça. content. Ouais, je suis très content. Et puis, du coup, c'est moi qui speak un peu pendant la course et je ferai en bilingue anglais aussi. Donc, ça sera marrant. Ouais. OK, OK, super ça. Puis, après ça, là, la folie backyard est rentrée un petit peu dans ta vie. Mm. C'est ça, clairement. Pas, Clairement, excuse-moi, pas la backyard, mais plutôt de à vouloir Barclay, tu veux dire? participer à la Barclay, oui. Fait que Ouais. là, l'an passé, tu as participé à Barclay Fall Classic qui se passe au Tennessee. Celle-là, c'est à l'automne, puis en même temps, elle peut être une qualificative pour le Barclay Marathon. C'est ça. Alors, bah, du coup, depuis 2019 et ma victoire à la Chartreuse Backyard, j'ai commencé à postuler sur la Barclay et j'avais bon espoir au début, puis le Covid est arrivé et a foutu aussi le bazar avec l'annulation de la Barclay, puis une édition 100% américaine. Euh, Mhm. donc, du coup, j'ai pris aussi des années dans les dents. Enfin, voilà, ce projet Barclay qui était clairement le cœur de mon activité d'ultra trailer a pris du retard aussi. Et puis après, ben, c'est la folie de la Barclay déjà dans le milieu francophone où il y a eu de plus en plus de monde qui allait là-bas. Et donc, quand je me suis retrouvé, c'était en 2022, fin de saison, blessé et j'ai pas pu courir du coup la backyard que j'avais prévu de faire en fin de saison pour espérer un peu montrer que j'avais de quoi faire des kilomètres dans les pattes quoi. Et bah là je me suis dit bah là faut que t'inscrives sur la Barclay Pole Classic. Ça sera ton objectif et puis si tu gagnes ta place et ben au moins tu iras voir ce que c'est la Barclay. J'ai vécu une année 2023 très compliquée au niveau perso et au niveau pro aussi, mais surtout au niveau perso. Et en fait, arrivé à la Barclay Pole Classic, je n'imaginais pas du tout gagner la course. J'étais vraiment là pour vivre mon expérience de Frozenhead. Et du coup, j'invite tous ceux qui veulent vivre l'expérience de Frozenhead à participer à la Barclay Pole Classic, puisque c'est beaucoup plus ouvert que la Barclay. Il y a C'est plus 400, facile aussi, hein? ouais, c'est plus facile, même si ça reste quand même un bon morceau, mais déjà, il y a 450 participants, donc ça laisse beaucoup plus de chances d'y participer. C'est à Ouais. Frozenhead, c'est avec l'ambiance un peu de la Barclay, même si, voilà, il n'y a pas le hors-sentier, etc., mais il y a quand même Radjo. Et du coup, moi, je me suis dit ce jour-là, bah là, tu vas profiter d'un endroit qui te fait rêver. Tu as toujours voulu participer à la Barclay. T'es pas à la Barclay, mais tu es à la Barclay Folk Classic et profites-en à fond. Et puis en fait, tout s'est aligné le jour J, alors que ça faisait 2 semaines que je dormais pas et que je mangeais très peu voilà, pour des raisons perso. Et en fait, ce jour-là, j'avais juste qu'une seule envie, c'était d'aller le plus vite possible et puis d'aller chercher ce ticket pour la Barclay, quoi. Et ça s'est fait. OK, OK. Comment s'est passée ta course? Ben, du coup, le départ était très très particulier. Vraiment, je me sentais pas bien du tout. Voilà, je transpirais énormément. J'étais plutôt, enfin, de 10e, 15e place. Et j'ai été malade au bout de 2 heures, 2 heures et demie de course, vraiment malade comme un chien. Je me suis dit, oh là là, ça va être vraiment une journée compliquée. Et puis là, le cerveau a switché total, quoi. On m'a dit, non, mais si tu prends la course comme ça va être un chemin de croix jusqu'au bout. Et puis, non, bah, accroche-toi et puis vas-y, montre ce que tu as dans le ventre. Et puis, en fait, sur la montée suivante,
je me suis mis à rattraper tout le monde et je suis arrivé au ravito juste à quelques minutes de la tête en attaquant Radjo. Et là, Radjo, bah, du coup, c'est très particulier à la Barclay Pole Classic. Ouais. T'as en fait un mur de ronces qui fait 2,50 m de haut. En tout cas, pour dire, je dis 2,50 m, mais c'est sûr que ça arrive largement au-dessus de notre tête, quoi. Et il n'y a pas de passage. Donc, il n'y a pas le choix, il faut nager dans les ronces. Donc là, j'ai Pour ressorti rentrer ma, dedans, ouais. ouais, là j'ai ressorti ma combi de natation et on a fait de la brasse dans Radjo avec les quelques copains avec qui on était. Donc au départ, on était 5-6 à brasser dans les ronces et puis il y en avait qui étaient plus ou moins téméraires d'ailleurs. Moi, en venant du monde de la course d'orientation et surtout dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a beaucoup de ronces. Donc du coup, c'était même limite un plaisir que de brasser de la ronce. Et puis du coup, on a mis 1 heure pour faire 3 kilomètres en descente dans Radjo. Wow. Et ouais, c'est un truc de malade en vrai. Mais c'est marrant, enfin vraiment c'est marrant. Et en plus, bah, pour la petite anecdote, du coup, la trace de la Barclay, en fait, c'est la trace qu'on a faite à la Barclay Pole Classic, parce que les ronces ne sont pas coupées après la BFC. Et enfin, en tout cas, pas tous les ans. Et cette année, ils n'ont pas été coupés. Donc, il y avait notre petit chemin qu'on a créé aux les 450 participants de la BFC qui nous a permis de nous faufiler un petit peu entre les ronces à la Barclay cette année. Donc, c'était assez rigolo. OK, OK. Et OK, donc, du coup, super. ouais, quand tu arrives en bas de Radio, en fait, bah, donc, on se retrouve à 15-20 personnes, puisque avec les ronces, on se fait ralentir un petit peu par le terrain, et on arrive en bas, finalement, on est hyper nombreux. Et puis, c'est là où tu te dis, ouais, il reste 2-3 heures de course, et en fait, on est super nombreux. Ça commence déjà à parler de sprint et tout, et puis finalement, je pense que là, la fatigue, elle se fait sentir pour ceux qui sont moins entraînés. Et moi, c'est une section où ça ressemble beaucoup à la course d'orientation. Il faut regarder loin, il faut pas trop regarder où tu mets les pieds parce que de toute façon, le terrain, il est dégueulasse. Hein. C'est des anciens chemins de la Barclay qui sont utilisés, qui s'appellent Lab et Testicle Spectacle. Et donc, sur ces endroits-là, je me suis vraiment régalé à un petit peu envoyer les watts et c'est là où je suis allé chercher la victoire pour gagner ma place sur la Barclay. OK, OK, hey, félicitations. C'est quand même tout un accomplissement. Ouais, c'était exceptionnel. J'ai vécu pour la première fois quelque chose de très fort en trail, le flow, comme on dit. Là, je l'avais vécu 2 fois en course d'orientation et je l'avais jamais vécu en trail. Donc c'était ma première expérience de flow en trail. C'était génial. Fait que ce que je trouve intéressant de ton histoire, c'est que ça prouve que le mental, quand que le mental est fort, le mental peut surpasser toutes les douleurs ou les limitations physiques qu'on a, ou presque, là. Complètement. Et ça, je l'ai découvert à la backyard. J'ai découvert que j'avais un énorme mental au-dessus de la moyenne et qu'effectivement tu peux aller très très loin. Alors même je l'avais découvert sur une échappée belle aussi où je me suis tordu la cheville au 3e kilomètre alors que j'étais vraiment très très entraîné et, et où j'ai réussi à faire quand même une trentaine de kilomètres sur une cheville qui était vraiment très très moche. Un peu comme Oh. Jared a vécu une année sur la Barclay où il a fait un boucle de Barclay avec la cheville. Lui, c'était carrément cassé. Mais c'est là où tu te rends compte qu'effectivement, le cerveau contrôle, quoi. Et tant que tu ne te mets pas en danger de mort, en fait, bah, tu es vivant, donc tu avances. Ouais, ouais, ouais. Puis est-ce que tu fais quelque chose de spécial pour renforcer ton mindset? Ou Je dis toujours que c'est les épreuves de la vie qui t'aident à avancer dans l'ultra et les épreuves de l'ultra qui t'aident à avancer dans la vie. ouais. J'ai pas du tout une vie difficile, hein, au contraire, j'ai une famille aimante, voilà, j'ai été élevé plutôt dans des conditions incroyables et avec une chance incroyable. Mais ouais, n'empêche que j'ai vécu des histoires de vie, notamment personnelles, avec des séparations un peu douloureuses, et notamment bah, juste avant la BFC, ce qui m'a probablement donné cette force-là supplémentaire, en fait. C'est pas une envie de prouver, mais c'est juste ouais, un moment où tu te dis non mais là j'ai envie de me sentir vivant et de montrer le meilleur de moi en fait. C'est telle envie d'être vraiment de donner la meilleure version de toi-même quoi. Et quand tu es comme ça avec un mental déterminé en fait ouais t'as l'impression que tu peux être insubmersible. Ouais. Ouais, 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 ouais. OK, super. Puis, tu sais, j'imagine que là, ça faisait un certain temps aussi que tu voulais faire la Barclay Marathon. Tu avais le goût de te prouver à l'âge, de le rencontrer, puis t'as un petit peu tout. Le scénario, il était en place, j'imagine, pour toi. Bah oui et non parce que du coup j'avais pas
vu mes difficultés de perso et de sommeil, j'avais pas la prétention de gagner et du coup, j'étais vraiment à fond dans le moment présent. Autant Laz, il était venu à la Termine Room, donc la première année où on participe à la Termine Room en 2017, on a Ouais, pu ouais, échanger ouais. un peu avec Laz. Et Laz, il avait été vraiment impressionné par Gaët, qui à l'époque avait fait 2 tours, était reparti sur la troisième boucle de la Termine Room. Et puis moi, du coup, j'étais avec Gaët dans le premier tour et il trouvait notre allure hyper costaud par rapport à la boucle qu'il avait. Voilà, il était allé se balader sur le terrain, il était même allé placer des livres. Donc ça déjà, c'était un peu le premier contact avec Laz et j'avais vu qu'il nous prenait vraiment pour des bons athlètes et je pense que le fait qu'il y ait autant de Français qui participent à la Barclay, c'est la Termine Room, il joue beaucoup et la Termine Room a vraiment une haute estime dans l'esprit de Laz. Et donc, ouais, après, sur place, du coup, effectivement, mon chrono, il m'a dit 2, 3 jours après la course, quand c'est revu un peu après la course, et il m'a dit, ouais, ton chrono, il était quand même vraiment pas mal, quoi. Et c'est vrai que sur la BFC, tout le monde m'a dit, mais en fait, toi, tu as des qualités de malade pour la Barclay, quoi. Et c'est la première fois que j'ai capté que je pouvais faire quelque chose de bien à la Barclay, parce que jusque-là, c'était un peu mon projet. J'en avais pas trop parlé autour de moi. Je savais que la Barclay correspondait mieux à mes qualités que la Termine Room pour le coup, avec mon historique d'orienteur. Mais voilà, il fallait encore le faire quoi. Et donc là, cette année, c'était l'occasion de montrer que j'avais pas volé ma place sur la Barclay. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait que dans le fond, juste pour expliquer aussi, quand tu gagnes la BFC, ben, tu as un ticket VIP pour la Barclay. C'est ça, ouais. En fait, il y a 37 sélections sur dossier pour la Barclay. Et puis, il y a 3 golden tickets un peu. Donc, il y a le vainqueur homme et la vainqueur femme de la BFC. Donc, Chris, elle n'a pas pu venir. Elle a lui déclaré forfait cette année, mais elle aurait aussi fait une super perf, je pense, à la Barclay. Elle est très, très forte. Et puis, il y a le vainqueur ou la vainqueur de la finale mondiale de la backyard de la Big Dogs qui est au mois d'octobre. Donc, voilà, c'est 3 tickets qui donnent le droit d'accéder à la Barclay. Ouais, ouais, ouais. Puis cette année, vous étiez 38 au Barclay Marathon. C'est bien ça, hein, je crois? Non, je crois qu'on était 40. Il y a eu des désistements, mais qui ont été compensés en dernière minute, hein. Il y a quelqu'un qui a été appelé la veille. Donc, Ah, ouais, OK. ouais. Et puis, il y avait un Japonais qui était venu exprès et qui était premier sur les attentes et qui a eu sa place 3, 4 jours avant. Il y a des désistements vraiment très, très tardivement avec des blessures voilà, en fin de prépa, quoi. Ah, OK, ouais. Puis, comment ça s'est passé pour toi? Parce que, tu sais, toi, il devait y avoir plein de gens qui t'en parlaient. Vu que tu as gagné la BFC, ben, tu peux pas dire que tu fais le Barclay Marathon en même temps, hein, parce que cette histoire-là est taboue et secrète. Fait que ça devait être difficile un peu pour toi à gérer. Bah, du coup, l'année dernière, ouais, tout le monde savait que j'allais participer à la Barclay comme j'avais gagné la place. Donc Ben, ça, c'est cette ça, année, ouais. ouais, c'était chouette parce que j'avais envie aussi de partager cette prépa qui était nouvelle pour moi et même alors de la partager avec les copains, avec les gens qui me suivent et puis aussi de la partager avec des anciens coureurs de la Barclay. Donc je suis allé m'entraîner chez Aurélien qui a gagné l'année dernière, du coup Aurélien Sanchez. Ouais, ouais, ouais. Qui est un copain que j'ai rencontré à la finale mondiale de la Backyard en 2020, du coup, avec l'équipe de France. Et puis, on s'est retrouvé après sur la Termine Room. Donc, on se connaissait déjà un petit peu. Mais là, du coup, aller chez lui, bah, c'était un privilège, quoi. Tu vas chez celui qui a gagné l'année d'avant, qui est en plus un gars formidable, avec sa copine qui est formidable aussi. T'es accueilli dans des super conditions et puis on te donne plein de matières pour performer au maximum à la Barclay. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a très peu d'infos sur la Barclay et sur Internet, c'est très difficile d'avoir des informations, mais les participants entre eux échangent quand même beaucoup et il y a vraiment cette transmission de savoir qui est très importante entre les participants. Comme Mhm. on n'a pas le droit d'aller faire de recours, on n'a pas le droit de sortir des sentiers de Frozenet, donc le seul travail que tu peux faire, c'est un travail de préparation qui est très très important et qui prend, je pense, autant de temps que la préparation physique. Donc ça, je l'ai compris en allant chez Aurélien et grâce à lui, je pense que j'avais complètement sous-estimé ce temps-là. Grâce à lui, j'ai fait cette fun run parce que sans les clés qu'il m'a données, je pense que j'aurais sans doute pas réussi. Je parle d'Aurélien, mais il y a aussi d'autres personnes qui m'ont donné des informations clés et c'était vraiment hyper important. Et du coup, après être allé chez Aurélien, je suis aussi allé chez Christophe Menord, donc pareil,
un accueil incroyable de Christophe et d'Isa, sa femme, qui m'ont reçu comme un enfant, comme un copain que de toujours, tu vois. Et donc c'était génial parce que, bah, pareil, j'ai à la fois appris plein de choses et puis tu te rends compte à quel point les participants de la Barclay sont des êtres humains et les assistants sont des êtres humains incroyables, exceptionnels. Et cette dimension-là, je l'avais pas encore complètement captée. Je connaissais Guillaume, je connaissais Aurélien, mais là, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste des gens exceptionnels que tu fréquentes, quoi, et avec qui tu t'entraînes. Donc, ça fait complètement partie de l'histoire aussi. C'est les gens et la vibration entre les gens est absolument sensationnelle. Ouais, super. Puis ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi de Laz, que souvent, je pense qu'il choisit quand même des gens qui sont humainement intéressants, bons, puis plutôt que des talents purs que. En tout cas, je sais pas, mais je trouve qu'il y a tout le temps une belle sélection de gens que Laz sélectionne pour la Barclay Marathon, là. Complètement. En fait, la Barclay, avant d'être un chantier sans nom, c'est avant tout une incroyable aventure humaine. Et ça, cet état d'esprit-là, ils veulent vraiment le garder et tu le sens sur place. Tu sens dans l'histoire de la course, donc il y a tous les anciens qui viennent là depuis des années, qui sont là, qui sont géniaux et qui racontent des histoires folles. Et puis, il y a effectivement cette espèce de poids que tu ressens de, des interactions sociales, de la vibration humaine, tu vois. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très, très fort sur le camp. Et ça, je pense que c'est dans le dosage des candidatures, du choix des candidatures, c'est quelque chose effectivement de très important. Cette histoire de lettre de motivation, elle n'est pas là pour rien, en fait. Mhm. C'est pas juste un CV sportif. Alors, il se trouve quand même que, bon, en tout cas pour cette année, il y avait 15 à 20 élites, hein, clairement des athlètes de très haut niveau, extrêmement préparés pour la course. Mais, Ouais. euh, mais avant tout, ce sont des êtres humains exceptionnels et incroyables, et pas que les très bons, d'autres aussi qui participent à la course sont des êtres humains incroyables. Plus les assistants, je disais du coup les assistants, mais moi mon assistante a complètement aussi été et sous le charme et en même temps partie prenante de cette vibration. Il y avait Gary Robbins qui a fait l'assist de John Kelly. Voilà, c'était phénoménal, quoi. Ouais, c'était vraiment une année particulière cette année. Ça me rappelait un peu l'année du documentaire en 2012 qu'il y a eu. Le documentaire, il y a eu trois ou quatre finishers, hein, je crois. Ouais, trois finishers cette année-là. Et en fait, ouais, t'as raison. Alors après, j'ai dit ça aussi à Laz et à Karl, qui du coup a repris le flambeau de Laz cette année, hein. C'est beaucoup Karl qui tient la baraque maintenant. Et je dis vraiment, cette année, elle est particulière parce que il y a Jared, il y a Gary qui est là sur le camp, il y a John qui est là depuis des années. Et puis en même temps, on a Seb, on a Aurélien qui vient que depuis l'année dernière, un peu une nouvelle génération. J'avais un peu la sensation, tu vois, d'une transition. Et en fait, il me dit, mais non, mais chaque année est particulière. Chaque année, tu as cette osmose incroyable qui se crée entre les vétérans historiques, les nouveaux qui reviennent. Et ils arrivent toujours, année après année, à faire que chaque édition est fabuleuse et inoubliable. Alors, effectivement, Mhm. cette année, elle n'est pas prête d'être oubliée parce que les 5 finishers et surtout celui de Jasmine Paris, c'est juste incroyable. Tu vois, rien que de parler de ça, j'ai déjà la chair de poule et ce moment de vie était juste complètement fou. J'ai jamais vécu un truc aussi fort en live, en sport. Enfin, voilà, comme je le dis depuis la course, je suis privilégié d'avoir assisté à ce moment et d'avoir vécu ce moment-là. Mais effectivement, la Barclay, je pense, est chaque année exceptionnelle. Tout est propice pour aller vers le dépassement de soi. Et comme l'a très très bien dit Ior, qui est un athlète incroyable et qui donc a terminé premier finisher cette année, et puis il était Virgin aussi, il a tenu un discours à la fin de la course qui était juste fabuleux sur le fait que c'était vraiment une célébration de la performance sportive, de aussi les qualités humaines, de l'histoire de la course. Il a vraiment, il y avait tout dans son discours et ça va beaucoup plus loin que simplement du sport. C'est très très fort ce qu'on vit sur place. C'est vraiment très particulier. Ben ouais, puis je pense que c'est une des courses aussi qui a créé vraiment, Laz, il a créé vraiment un spirit autour de ça parce que tu sais, s'il y a personne qui peut gagner la Barclay qui a juste des qualités de coureur
ou qui a juste des qualités d'orienteur, ou qui est juste euh, rapide pour courir, parce que c'est tellement un élément, c'est une mallette ce que ça prend comme élément, puis travailler tout ça en même temps, c'est incroyable. Puis en tout cas, fait que je pense que c'est un autre des éléments qui est important quand même aussi. Cette année, c'était la 38e édition, je crois. Ouais, c'est ça, depuis. Alors, j'ai pas en tête le nombre d'éditions, parce qu'il y a eu celles qui ont été annulées, mais 1985 ou 1986, la première édition. Donc, ouais, ouais. Moi, j'ai 36 ans et je suis né en 87, donc c'est ça, effectivement, ça doit être la 37e à peu près. Ouais, 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 ouais. ouais. Ouais, et puis, ouais, t'as entièrement raison. En fait, il faut des qualités d'aventurier un peu, mais l'aventure au sens noble, voilà. Envie de raisonner avec l'environnement, envie d'être pleinement présent et puis de savoir se débrouiller avec l'imprévu, quoi. Effectivement, il y a toujours de l'imprévu à la Barclay. Ouais, ouais, tu sens très fort. C'est un concept qui est quasiment unique, même si bah, du coup, il a été repris ici en France avec la Chartreuse Terminoroom, mais la Terminoroom a sa propre identité qui est aussi magnifique. Puis j'ai Euh, entendu parler qu'en Océanie aussi, il y a une course comme ça en Nouvelle-Zélande. Ah ouais, ok, ah bah, tu vois, ça je savais pas. Et, je sais qu'en Espagne, il y a quelqu'un qui a créé une course qui s'appelle Bandit et qui est aussi dans le même état d'esprit un petit peu. Et OK. c'est très difficile parce que l'équilibre de cette course, bah déjà, il a mis des années à être retrouvé. Et puis ouais, il est subtil, il est vraiment, c'est quelque chose qui est très très fin. Là, cette année, il y a 5 finishers, mais tu mets 1 ou 2 heures de pluie et je suis pas sûr qu'il y ait 5 finishers. Ouais. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'en fait, on est vraiment sur un fil. Là, le niveau des participants aussi a fait cette année qu'il y avait 5 finishers. Comme l'année dernière, il y a eu 5 finishers à la Terminal Room parce que le niveau était juste incroyable. Faut bien se dire ça. C'est pas la course qui est facile, hein. La course, elle était horrible, hein. Elle était vraiment dure. Ouais, ben je pense à force d'avoir des vétérans aussi, il y a la chance d'avoir des vétérans qui coachent des nouveaux. Fait que le niveau de tout le monde se monte en même temps aussi, hein? Ça aussi, c'est un dosage qui est très très bien fait, et qui est très très fin entre le nombre de vétérans et le nombre de virgins, parce qu'effectivement, on a parlé d'Aurélien qui a gagné l'année dernière à sa première participation, mais Aurélien, sans l'appui et l'apport de Guillaume, qui a participé plein de fois à la Barclay et qui a fait des performances incroyables, qui est le premier Français à avoir fait une fun run, et qui cette année d'ailleurs a fait une course folle. Guillaume, c'est pour moi une des plus belles courses de la Barclay de cette année, c'est celle de Guillaume avec la perte de sa page et donc du coup il était quasiment éliminé et puis il a retrouvé sa page en dernière limite et puis il a réussi à faire une fun run, à se remobiliser, à faire une fun run alors qu'il était en flirtant avec les barrières horaires. C'était fabuleux. Guillaume a clairement participé et contribué au succès d'Aurélien, hein, sans minimiser Aurélien et la performance incroyable qu'il a réalisée l'année dernière. Et cette année, c'est la même chose avec Ior, qui a eu aussi le soutien de Gary, de Jody sur la course. Donc, c'est des performances individuelles, mais elles se font dans un collectif, clairement. Voilà, personne ne peut arriver à la Barclay et dire moi je vais gagner la Barclay et voilà. Ça a été fait un petit peu dans le passé avec les premiers finishers, avec Mark Williams, mais même Brett Mahoney qui avait un peu tué le game. Lui, il avait aussi pris beaucoup d'informations auprès des autres. Il avait compris ça aussi et clairement sans les vétérans, c'est impossible de bien s'en sortir à la Barclay. Puis, selon toi, là, avec le background que tu penses que c'est quoi l'élément ou les éléments les plus importants pour se préparer pour un événement comme ça? Bah, tu vois, j'ai envie de dire l'état d'esprit. OK. Finalement, c'est pas physique, c'est pas que des qualités voilà d'orientation, mais l'état d'esprit dans lequel tu es, il doit coller à l'événement et c'est pour ça que certains élites n'ont pas envie de participer à la Barclay parce qu'ils ont trop à perdre. En fait, nous, on vient pas là pour perdre ou pour gagner. On n'a rien à perdre ou à gagner et de toute façon, il n'y a rien en jeu. Ce qu'on vient, c'est s'éclater, passer un excellent moment, se dépasser et faire du mieux qu'on peut, donner le meilleur de nous-mêmes. Et on n'a pas peur de l'échec, on n'est pas des élites, on ne monte pas sur les podiums dans les ultra trails, et bon, en tout cas pas les gros ultra trails avec énormément de renommée. Et bon, quoique Ior est quelqu'un d'extraordinaire, Jared a gagné la Hard Rock, enfin,
faut pas non plus minimiser le CV sportif des finishers, hein, qui est incroyable. Ouais, ouais, Mais, ouais, ouais, c'est clair. mais malgré ça, enfin, en tout cas, moi, pour mon cas, et puis d'autres, on, on connaît l'échec et on vient pas là pour échouer non plus, mais on a l'état d'esprit qui fait qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes sur cette épreuve. Et ça commence à la prépa qui est très très dure, très très longue et qui se passe en plein hiver. Et après voilà, je pense que quelqu'un, t'as beau avoir tout le talent du monde, si tu viens pas avec le bon état d'esprit à Frozenhead, il y a forcément un truc qui va clocher, je pense. OK, OK, super. Puis, pour toi, tu parles d'état d'esprit, mais est-ce que ça peut se développer, tu crois, ça? Ben, ça peut se développer, ouais. Après, c'est un intérêt pour la course, en fait. Ouais, C'est une curiosité pour l'histoire de la course, pour ce qui fait la course. Voilà, la Barclay, encore une fois, elle dépasse complètement la performance physique. Elle dépasse aussi la connaissance du terrain, puisque sinon, il n'y aurait pas de Virgin qui finirait comme Aurélien et comme Ior. Donc, ouais. et Ior et Aurélien sont deux personnes qui ont totalement l'état d'esprit de la Barclay en eux, l'obsession pour la Barclay, pour la beauté de l'effort. Voilà, vraiment, ce sont deux personnes humainement qui sont incroyables, hein. Voilà, moi, j'ai une chance d'avoir côtoyé ces deux athlètes incroyables. Et pour moi, clairement, ils incarnent la Barclay, quoi. OK. Puis, je pense qu'il y a quand même un certain parallèle avec la Backyard Ultra. C'est sûr que les deux ont été inventés par Laz, là, mais je veux dire, tu sais, une Backyard, quand tu prends le départ de ça, tu as beaucoup plus de chances de faire un DNF que de la gagner, là. Mm. Puis, Carrément. Mm. mais comment tu t'arrives à saisir que je vais là pour te donner le meilleur de moi-même, puis on verra ce qui va arriver avec les capacités que j'ai ce jour-là? C'est un petit peu comme ça, tu vois ça? En fait, le truc d'un ultra ou même d'un trail ou même d'une course sur route, d'un n'importe quelle compétition, c'est que tu es sur la ligne de départ avec d'autres compétiteurs et que le but, c'est souvent d'être le premier à l'arrivée ou à la première enfin, ou d'être le mieux classé possible. À la Barclay comme à la Backyard, euh, c'est pas t'es pas contre les autres en fait. T'es en train de participer à une course pour donner la meilleure de toi. La Barclay, pour finir, tu as besoin des autres. La Backyard, pour aller loin, tu as besoin des autres. Tu as besoin des encouragements des autres. Et puis, ben, effectivement, alors s'il n'y a pas beaucoup de niveau, tu vas peut-être remporter la course, mais finalement, tu n'auras pas été chercher tes limites. Donc, ce que tu veux sur ces formats de course, c'est aussi aller atteindre tes limites, aller découvrir des nouvelles choses sur toi. Donc ouais, je pense qu'il y a cet état d'esprit de camaraderie qui est indispensable. Et en fait, euh, le ou la vainqueur de ces épreuves, c'est effectivement une magnifique performance. Et il y a plein de superlatifs à utiliser pour la performance sportive de ces gens-là. Mais il y a aussi des gens, je te vois, tu parles de la backyard, qui vont faire leur premier marathon, leur première distance marathon sur une backyard, qui vont dépasser pour la première fois les 100 km, qui vont passer pour la première fois une nuit dehors sur une backyard. Et il y a euh, cette célébration d'un exploit qui est personnel et qui va servir le collectif, où il va y avoir une énergie collective qui va ressortir de ça. Et là, en tant qu'organisateur de course, moi, je trouvais ça fabuleux aussi à voir parce que tu vois effectivement, bon, les conditions étaient difficiles l'année dernière à Douai, il avait fait très chaud. Je pense que cette année, j'espère que ça va être un petit peu mieux et qu'on va voir encore plus de jolies performances. Mais euh, il y a vraiment un état d'esprit où la communauté est plus forte le, que la course en elle-même. En fait, il y a voilà, le challenge collectif est très fort et du coup, personnellement, tu as juste envie de te dépasser pour aller servir la cause commune un petit peu et la célébration du sport et de l'endurance, comme l'a très bien dit Yor à l'arrivée de la Barclay. OK, OK, super. Puis, est-ce que tu penses de participer à la BFC aussi avant peut t'aider un peu à ça, cet état d'esprit-là?
Alors ouais, je pense que dans tous les cas, comme je disais, c'est vraiment une très bonne chose quand tu as envie de goûter un peu à la Barclay que d'aller à la BFC. Il y a Frozenhead, il y a effectivement Laz, il y a des parcours, des sections du parcours qui sont des sections qu'on utilise à la Barclay. Très peu, mais en tout cas, ça donne déjà et c'est des vieilles sections de la Barclay, mais en Un tout cas, avant-goût. Radjo et tout, c'est vachement bien. Et donc Ouais. déjà, tu goûtes un peu à ça, tu goûtes euh, à cet état d'esprit particulier de là-bas quand même, c'est sûr. Euh, c'est c'est un parc qui a aussi une histoire qui dépasse la course, hein, avec la prison, avec l'assassin de Martin Luther King qui est quand même à l'origine aussi de tout ça. Et ouais, et puis il y a vraiment une bienveillance dans cette communauté-là. Et donc, la communauté Backyard, la communauté BFC, la communauté Barclay, en fait, il y a Laz au milieu qui fait le lien de tout ça et qui est le créateur, qui est le génie, le concepteur de tout ça. Mais du coup, tu ressens effectivement dans chacune de ces communautés quelque chose de très fort, même quand on est très nombreux à la BFC. Tu le ressens, et même sur des backyards où on peut être un peu nombreux, c'est pareil, on ressent aussi ça très fort. OK, super. Puis, toi, est-ce que tu avais une stratégie spécifique pour Barclay Marathon cette année? C'est-à-dire, est-ce que tu avais un plan de nutrition? J'imagine que tu devais avoir fait des pratiques aussi avec la personne qui était ton crew. Ouais, alors avec donc Cécilia qui m'a accompagné, on a beaucoup échangé, mais enfin on n'avait pas mis en place un peu de stratégie, mais elle me connaît très bien en fait. C'est une amie d'enfance, on fait partie du même club de course d'orientation. Elle a fait aussi la Diagonale des Fous, l'échappée belle. Elle a terminé ses grands ultras et donc elle a une grande connaissance de ce que c'est et elle m'a beaucoup aidé. Enfin, énormément aidé et déjà rien que sa présence en fait c'était incroyable et les jours d'avant aussi. Et puis voilà, les transitions étaient très fluides, on se comprend sans se parler. Et puis je lui avais dit, elle sait très bien choisir les mots, il n'y a pas besoin enfin, il y a pas besoin d'inventer l'eau chaude, elle sait très bien lire sur mon visage, elle sait très bien ce qu'il faut. Donc ça, c'était OK. vraiment une chance inouïe que d'avoir quelqu'un qui me comprend aussi bien en crew, effectivement. Et du coup, j'ai un peu oublié, ouais, tu parlais du plan nutritionnel. Ouais, alors effectivement, à la Barclay, tu as un plan. Ça, c'est une obligation. Il faut un plan euh, dans tous les domaines. Il faut un plan physique, voilà, nutritionnel. Et puis après, ton plan, il va évoluer au fur et à mesure des heures, des tours et puis des conditions. Donc, il faut s'ajuster. Il faut être vraiment très, très fort aussi dans l'ajustement du plan. Moi, sur le côté nutrition, parce que c'est ça dont tu parles, j'ai la chance d'avoir ouais, beaucoup travaillé avant sur des sorties longues et avec mes partenaires, notamment Olifat qui m'accompagne et qui m'a fourni en purée énergétique qui, pour moi faisait le super taf, on va dire, sur des sorties longues. Plus après, bah, d'autres choses que j'avais plus l'habitude de manger, des aliments plaisir aussi, etc. Et donc, je savais qu'avec ça, j'étais plutôt bien. Après, sur la barre de cette année, en fait, il a fait très, très chaud. Ça, c'est quelque chose à laquelle on n'était pas du tout prêt parce que la météo annonçait 14 degrés et soleil, donc température idéale. En fait, a priori, il a plutôt fait 24 degrés. Et 24 degrés là-bas, en sachant qu'il y a très peu d'ombre, que les arbres sont très espacés, en fait, on a eu vraiment très chaud, on a souffert de la chaleur. Donc, moi, ça s'est manifesté sur l'alimentation, en fait, où au bout d'une vingtaine d'heures de course, vraiment, il y avait plus rien qui rentrait. Donc, ouais, ça a été difficile de poursuivre, mais moi, là, je suis pas le seul, hein. On a tous souffert de la chaleur. Je sais que tu as reçu en une autre occasion Sébastien Réchon, qui est aussi un sportif exceptionnel et un être humain exceptionnel et qui a beaucoup souffert aussi sur cette Barclay. Voilà, aussi au niveau de l'alimentation. Puis même, on a eu des crampes en fait avec Sébastien moi, dès la fin du premier tour, Sébastien dès le début du deuxième tour. Donc très très tôt dans la course, on n'a même pas 10 heures de course, on a déjà souffert des crampes et c'était lié à la chaleur, plus à l'eau aussi qui est sans doute pas assez, il n'y a pas assez de sels minéraux. Mais voilà, donc effectivement, tu subis quand même aussi après les aléas de la course, il faut être capable de s'ajuster. Bah ouais, moi j'ai couru plus de 30 heures avec des crampes et c'est tout quoi. Il faut y aller à un moment donné. T'es à la Barclay, c'est peut-être une fois dans ta vie, donc t'y Ouais. continues quoi. Ouais, fait que c'est là que le Barclay, j'imagine que ça doit être un endroit pour vraiment mettre à l'épreuve son mindset parce que, ou la force de choses que tu n'as jamais, des endroits que tu n'es jamais allé, là, parce que tu te dis, hey,
j'ai quand même été sélectionné sur 40 personnes, sur peut-être quoi, 1000 personnes qui pourraient être là potentiellement. J'ai aucune idée du chiffre que je dis, mais Ouais, il y a des chiffres qui sont, voilà, qui sont un petit peu, qui sont utilisés, plusieurs centaines, c'est sûr, 1000, je sais pas, mais ouais, en ouais, tout cas, ouais. il y a beaucoup de monde qui postule, effectivement. Donc, et ça, quand tu arrives sur place, tu ressens le privilège. De toute façon, tu vois, tu vas aux toilettes, tu croises Gary Robbins, tu croises John Kelly, tu croises Jared Campbell, Jasmine, tu te dis là, je peux que profiter. C'est incroyable d'être avec ces gens-là C'est clair. et d'être à cet endroit-là et d'avoir cette chance-là de courir avec eux. Enfin, moi, j'ai couru avec six finishers de la Barclay, quoi. Enfin, si je parle au mois d'il y a 6 ou 7 ans, voilà, courir avec Aurélien, courir avec Jared, John, Greg, Yor et Jasmine, c'est enfin même pas en rêve, tu vois, et en fait ça s'est passé. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu du mal encore à tout raconter, à entrer dans les détails, parce que ces moments-là que j'ai passés avec ces finishers qui sont des êtres humains incroyables. Déjà les gens de la Barclay sont des êtres humains exceptionnels, mais alors les finishers c'est un peu les demi-dieux, tu vois, et donc c'est une chance inouïe, clairement. Donc tu peux pas tu peux pas dire j'ai des crampes, j'arrête. Non, t'as des crampes, tu continues, tu serres les dents, tu avances, tu marches, et puis ton rythme il est même pas mauvais en plus, donc vas-y, continue quoi. Tant que t'as encore du gaz, tu continues. Mais le truc qu'on se parlait en pré-entrevue, là, c'est une estimation parce qu'il n'y a jamais personne qui connaît les distances et un petit peu tout cet aspect-là. Mais c'est autour de 4000 mètres de dénivelé par tour. Ouais, alors là, du coup, c'est une estimation, mais cette année, on a eu un papier qui disait qu'il y avait plus de 4000 de dénivelé par tour. Donc ça, a priori, c'est assumé par l'organisateur. Et ouais, 4000, ouais. Fait que Du si coup, on ça met fait. ça sur papier pour faire concrétiser ça, c'est le double de l'UTMB. Ouais, du coup, il y a 20 000 en tout, donc ouais, c'est plutôt 20 000 sur 160 kilomètres qui serait un ouais. 240 selon certaines rumeurs, mais Ouais, 240, ça me paraît beaucoup, mais plutôt en tout cas 200, autour de 200. 200, 200 et 20 000, ouais. Ça donne une idée un peu du ratio de la pente. Et puis, surtout, ouais, le dénivelé positif est très important, mais du coup, le dénivelé négatif est juste monstrueux, quoi. C'est ça qui, enfin, moi, c'est ça qui m'a fracassé, hein. C'est ça qui a fini par causer mon ouais, arrêt. ben, les descentes, c'est tellement dur quand on commence à être magané en ultra-trail, là. Ouais, et puis, en fait, on n'a pas parlé du parcours, mais c'est pas un parcours, c'est un champ de bataille. Tu passes des falaises, tu passes des trucs, ça ressemble plus à des falaises d'escalade enfin voilà, c'est du hors sentier et puis c'est hyper engagé à certains endroits. Donc ouais, c'est quand même c'est pas pour n'importe qui. Et justement là aussi, tu te dis la sélection elle est bien faite hein, parce que t'envoies pas n'importe qui sur ce terrain-là. Hein, C'est clair. j'ai pensé à pas mal de monde et à pas mal de courses. Même voilà, tu parles d'un UTMB. Si tu envoies le public de l'UTMB sur la Barclay, mais je pense que là, en accidentologie, on pète tous les scores, quoi. C'est juste pas possible. Ah ouais. Ouais, 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 c'est clair. Mais c'est pour ça qu'il y a des gars comme Sébastien Réchon qui est habitué de faire des aventures, des raids, puis des tards des glaciers. C'est quand même quelque chose qui peut-être qui se rapproche un peu, hein. Complètement, ouais. Bah, la technicité du terrain, il faut la travailler. Hein. On parlait tout à l'heure d'état d'esprit comme la plus importante des qualités pour arriver à la Barclay, mais clairement, si tu vas toujours courir sur un sentier qui est pas technique et que tu sors jamais des sentiers, tu t'as aucune chance à la Barclay, t'as même aucune chance de faire un tour dans les délais. Hein. C'est tellement particulier. Mais ben ça, nous, c'est vrai qu'avec l'orientation, avec la course d'orientation, on a cette habitude-là. Et moi, depuis l'adolescence, de pas voir où je pose les pieds. Et puis ça se passe très bien au final. La plupart du temps, ça se passe très bien. Donc le fait d'habituer son regard à pas poser, enfin, voilà, pour anticiper la pose de pied. Et puis de temps en temps, ça se passe pas bien et tu tombes, mais ça fait partie du truc aussi, quoi. Donc, ça, ouais, c'est hyper important sur une épreuve comme celle-là. Puis toi, c'était quoi ta stratégie en tant que recrue? Est-ce que tu avais l'intention de commencer avec un vétéran pour te donner une chance au moins au début?
Ouais, complètement. C'était vraiment la stratégie. Après, je voulais pas me dire je vais courir avec Aurélien et Guillaume ou je vais courir. Enfin, ce que je voulais, c'était pas courir avec John Kelly parce que je savais qu'il allait trop vite. Et du coup, j'avais visé plutôt Jared Campbell qui pour moi allait à la bonne vitesse pour finir et en même temps, je pensais pouvoir le tenir. Et en fait, dans l'euphorie de la course, j'ai pas du tout fait ça. Déjà, je me suis complètement emballé au début de course. Donc, bon, on était tous ensemble au départ, donc ça allait plutôt bien. Et puis, sur la nouvelle section, en fait, je me suis retrouvé à faire ma propre orientation tout seul et à faire une grosse erreur donc à perdre 5 à 10 minutes. Et quand j'arrive au livre, premier livre sur la nouvelle section, toutes les pages ont été arrachées. Donc là, je suis largué et j'ai perdu pas loin de 10 minutes sur le groupe. Donc là, tu te mets un gros coup de pression. Donc j'ai fait la montée après à bloc et j'ai rattrapé le groupe tout de suite. Mais n'empêche que j'ai lâché énormément d'énergie. Et puis après, quand on est sorti de cette nouvelle section et que du coup ça a commencé à faire des petits groupes de niveau, j'ai vu John Kelly et Damian Hall mettre une petite attaque. J'ai dit à Seb Réchon, bah là ils sont en train de partir. C'est maintenant que le coup il part. Et puis en fait j'ai suivi, ce qui était complètement pas mon plan de départ. J'aurais dû juste temporiser, attendre bien sagement soit Aurélien et Guillaume, soit Jared, et puis finir la boucle avec eux. Ils ont mis qu'un quart d'heure de plus, je crois, sur la première boucle que nous. Mais c'est un quart d'heure, c'est rien en temps, et par contre en énergie gaspillée, pour moi, ça a été énorme. Donc ça, c'est des erreurs j'appelle ça les erreurs de débutant, les erreurs de Virgin que j'ai faites cette année. Mon premier tour, je rentre du coup, ben, le premier qui touche la barrière, c'est Damian Hall, et moi je touche la barrière en deuxième, et c'est n'importe quoi. Enfin, je Ah, dois t'es pas faire arrivé ça. deuxième sur la première boucle? Ouais, ouais, Wow! c'est n'importe quoi. Tu vois, pour moi, ma première boucle, elle est catastrophique, quoi. Je laisse une énergie folle et j'aurais jamais dû faire ça. Mais bon, voilà. Ben, c'est C'est l'apprentissage la- qui rentre en ligne de exactement, compte, hein? C'est exactement. là que tu as fait, ah, ok, ouais, c'est pas la BFC ici, là. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Et puis, surtout, c'est pas une boucle, hein. Il y en a cinq à Il en faire. reste. C'est ça, exact. Ouais, ouais, non. Voilà, après, moi, j'aime jouer, en fait. C'était marrant. Voilà, j'analyse comme ça. À chaque fois qu'il y a des choses qui se passent, j'ai envie d'être acteur plus que spectateur. Mais en fait, j'ai besoin d'apprendre à garder mon calme, effectivement, et à me gérer moi et pas à me préoccuper de ce qui se passe autour de moi. Et sur cette première boucle, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Et à plusieurs reprises en plus. Donc, mais bon. OK, OK. Fait qu'est-ce que tu es parti plus tranquille, un peu plus posé pour la deuxième boucle? Ouais, la pause m'a fait du bien, même si du coup j'ai pris une pause plus longue que les autres. Donc je suis parti un peu tout seul et derrière le groupe de tête. Et puis en fait, dans la première bosse, j'avais des crampes, mais j'avançais vraiment à mon rythme, et donc j'ai rattrapé le groupe de tête. Donc, ouais, tu vois, non seulement j'avais dit que John Kelly allait trop vite, mais à deux reprises, j'ai rattrapé John Kelly et je lui ai rattrapé 5 à 10 minutes sur des bosses, quoi. Donc c'est Ah vraiment ouais. n'importe quoi. Enfin, c'est un truc, il fallait surtout pas faire ça. Mais voilà, après, des moments incroyables pour moi, parce que du coup, je me suis retrouvé avec ces gens incroyables. Mais oui, j'avais pas mon calme encore à ce moment-là. En fait, ce qui s'est passé dans la deuxième boucle, c'est que du coup, j'étais avec ce groupe de tête pendant un long moment. On a fait un peu des erreurs d'orientation et tout. Et puis, arrivé à la prison, je sais pas, ils ont temporisé. J'ai pas trop compris. On avait tous les pieds dans l'eau là, et puis ils se sont arrêtés. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi. Je suis parti devant et puis j'ai attaqué Radjo tout seul devant en tête. Et puis là, je me suis dit, bah, là, maintenant, tu vas prendre ton rythme parce que il y a plus personne à suivre. Donc, tu vas prendre Rajo que tu connais et tu vas prendre ton rythme. C'est très, très chaud et tu vas te gérer. Et là, je me suis fait dépasser par tout le monde du coup, puisque j'étais à mon rythme. Donc, John Kelly m'a passé, Damian Hall m'a passé, Seb m'a passé, Ior m'a passé et Jasmine a fini par me passer aussi. Donc finalement, ce groupe de tête, bah, naturellement, est passé devant moi dans Radio et moi j'étais enfin à mon rythme. Et là, j'ai commencé enfin ma Barclay à mon rythme et puis finalement je me suis fait rattraper un peu plus loin par Jared et Greg avec qui j'ai fini la boucle et, et c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait aller à son rythme et puis aller au rythme de Jared qui était sans doute le mien, oui. Ouais, ouais. Si j'avais- Mais c'est comprenable au début parce que tu vas être sûr de ne pas te perdre toute seule aussi. Puis il y a quand même un c'est barème de ça. repères à trouver, là.
Ouais, puis il y a quand même beaucoup de nervosité, tu vois. Le C'est pack là, clair. des vins élites qui part, je veux dire, c'est une meute, quoi. Voilà, on a faim, ça fait des mois qu'on se prépare, on est tous au taquet, et on a beau se dire qu'il faut partir doucement, en fait, on part taquet, et puis ça met des cartouches dans tous les sens, et puis tu reconnais personne parce qu'on est parti de nuit, donc tu sais pas trop qui tu suis. Ouah, il y avait beaucoup de nervosité, et sur les premiers livres, c'était pas, enfin ouais, c'était pas serein. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que moi, j'ai complètement participé à cette nervosité parce que j'étais pas du tout là, comme je suis en train de te parler, calme, détendu et à dire, il y a un plan, il faut le suivre. Non, moi aussi, je voulais ma page dans les premiers. Moi aussi, je voulais être plutôt à l'avant du train qu'à l'arrière. Et puis c'est comme ça que tu te retrouves à faire des erreurs, quoi. OK. Donc, rendu à la fin de ta deuxième boucle, tu avais encore de l'énergie, ça se passait pas pire malgré l'écran. Ouais, mais quand même, sur la deuxième boucle, j'ai senti mon énergie décliner et surtout la deuxième boucle, on arrivait de nuit au camp et je savais que la transition après la troisième serait de jour. Et donc, j'avais pas envie de perdre du temps au camp de jour pour faire une sieste et j'avais décidé de m'arrêter et de dormir à la fin de la deuxième boucle et donc de laisser filer Jared et Greg qui, eux, n'avaient pas l'intention de dormir. Mais voilà, pour moi, c'était indispensable, je pense. Mais je pense pas que ce soit une erreur. Là où j'ai fait une erreur, c'est que j'ai aussi pris une douche et ça, c'était peut-être pas indispensable. Donc j'ai pris plus de temps que ce que j'avais prévu. Mais en tout cas, OK. faire une grosse pause après la deuxième, c'était bien pour repartir un peu balle neuve et oublier un peu ce début de course un peu raté. Et puis c'est vrai que c'est sur la troisième où j'ai vraiment souffert bon, ma condition physique a décliné très très vite. Du coup, je suis reparti. J'ai attendu Albert Herrero, qui est aussi un excellent coureur, un vétéran aguerri de la Barclay, qui a terminé la Termine Room l'année dernière. Et on a fait le début de course, le début de la troisième boucle ensemble, et on s'est beaucoup perdu. Moi, j'ai fait des erreurs tout seul. J'ai entraîné Albert dans une erreur. Et, et en fait, après mon état, ouais, les crampes se sont généralisées. Au départ, j'avais que des crampes aux jambes. Après, j'ai commencé à avoir des crampes d'estomac, etc. Donc là, tout devenait compliqué. Et mon impression sur ma vitesse était catastrophique. En fait, j'avais vraiment l'impression de me traîner. J'avais même eu peur de rater la fun run, tu vois, le cut de la fun run, parce que j'avançais plus. Et quand j'ai vu mon temps sur la boucle, au final, si on enlève la pause et puis les 10 minutes que j'ai passé à attendre Albert, en fait, j'ai mis 13h20 sur cette boucle-là, qui est le temps imparti pour la fun run. Mhm. Et moi, le ressenti, c'est j'ai mis 16h ou 17h, quoi. Donc, finalement, j'ai une boucle où j'ai souffert le martyr, et ben, j'allais quand même assez vite. Après, le fait que j'allais pas moins vite que prévu, j'ai pas fait d'erreur d'orientation, donc ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, je suis rentré largement dans les temps pour la fin de run avec 1h30 d'avance pour pouvoir repartir sur la quatrième. Euh, mais ouais, la course était quand même très difficile là. J'ai vraiment touché quand même, pas le fond à la troisième, mais pas loin. Ouais. OK, OK. Puis quand tu dis que tu as dormi, est-ce que c'était une sieste ou? Ouais, c'était une sieste, alors j'ai dû dormir 20-30 minutes et puis Cécilia me massait comme du coup j'avais des crampes. Donc Ouais. j'ai eu la chance qu'elle me retape vraiment bien et pendant 2h30 j'ai eu des super sensations en début de troisième boucle. Après ça s'est gâté, mais effectivement puis ça je l'ai décidé à la fin de la deuxième boucle, quoi. Je savais que j'allais m'arrêter tant de temps, que j'allais dormir tant de temps et que il fallait que je sois massé. Et voilà, je me suis vraiment bien endormi. J'ai fait un gros dodo, même si c'est 30 minutes ou 20 minutes, mais en fait, c'est vraiment régénérateur, quoi. Et je Ouais, pense ouais, que ouais. pour certains athlètes, c'est une stratégie. Après, d'autres sont capables de pas dormir du tout. Ior a pas dormi hein, pendant 60 heures. Mais, mais moi, je pense pas avoir cette capacité-là. Et surtout, moi, quand je dors, les 20 minutes ou 30 minutes que j'ai dormi, je pense que je suis capable de les récupérer après sur le sentier en étant beaucoup plus lucide, quoi. Ben, la grande majorité des athlètes que je connais, à qui j'ai parlé sur des 200 000 sur des épreuves de cette durée-là, dormir des 15-20 minutes, c'est très régénérateur, puis ça se rattrape à quelque part dans le temps. Ah, complètement. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Et ça, tu le vis aussi sur les backyards, tu vois. Le fait d'avoir eu ça sur les backyards, t'as pas le temps de dormir plus que 15 minutes sur une backyard. Et quand tu vois l'effet d'une micro-sieste de 15 minutes sur une backyard, tu te dis, mais ouais, c'est la clé, quoi. Clairement, ça, c'est génial. Alors après, t'as le problème à la backyard que si tu t'es bien mis dans le duvet, t'as du mal à en ressortir et tu te dis, oh, il faut retourner faire une boucle. Donc là, il y a le côté mental un peu à dépasser. Mais
Ouais, Franchement, ouais. c'est ouais, les power naps, il y a que ça de vrai, hein. OK, super. Puis comment s'est passé ton départ de quatrième book? Ouais, c'est un moment particulier parce que je suis un peu sorti de la course, tu vois. J'ai attendu vraiment la dernière minute pour partir. J'ai pris mon dossard au bout de. Donc il faut repartir avant 36 heures et je suis reparti à 35h59. Oh, Avec. Ouais, mais voilà, j'avais besoin de cette heure et demie pour me retaper en fait. J'étais tellement au bout que de toute façon, si je repartais en 10 minutes, pour moi, il n'y avait aucun espoir de faire la quatrième dans les temps. En fait, j'aurais tellement morflé que c'était pas possible, quoi. Donc, je me suis retapé et puis je suis reparti. Et puis là, je suis reparti vraiment combatif, en fait. À un moment donné, je me suis dit, non, mais toi, c'est la quatrième boucle, mais c'est fait comme si c'était la cinquième. Essaye de faire ça en 12 heures et puis ben voilà. De toute façon, hein, c'est le jeu et il faut y aller quoi. Et j'ai vraiment eu une super allure pendant deux trois livres là. J'ai vraiment une allure de feu et je pense que j'étais dans le timing pour faire 12 heures. Et puis bah là il y a tout le corps qui a lâché d'un coup quoi. J'ai eu une grosse boule derrière le genou douloureuse. J'ai cru que je m'étais déchiré l'ischio parce que j'étais allé à nouveau trop vite. Ouais, il y avait un peu plein de choses qui faisaient que physiquement j'étais pété. Sur le premier tour, je suis tombé en fait à deux reprises et je me suis probablement cassé la main à deux endroits différents sur le premier tour. Donc oh. j'avais du mal aussi à utiliser les bâtons après. Enfin, en tout cas, j'ai utilisé moins bien que ce que je faisais à l'entraînement. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui font que sur cette quatrième boucle, c'était vraiment de trop. Et il faut dire aussi on a la consigne de rentrer dans tous les cas en moins de 12 heures pour pas les inquiéter en fait. Donc si on n'est pas capable de faire la boucle dans les délais, il fallait que je rentre au camp en moins de 12 heures. Donc je m'étais mis un objectif d'aller le plus loin possible. À un moment donné, j'ai cru que j'allais pouvoir faire la boucle. Puis après, je me suis dit, bon, la boucle n'est pas possible. Faut au moins que tu ailles faire 9 ou 10 livres. Et puis après, ça, petit à petit, c'était de moins en moins de livres. Et puis j'ai fini par m'arrêter au quatrième ou cinquième livre, je crois. Ouais, il y avait 15 livres cette année, donc au cinquième livre de la quatrième boucle. OK, Bon, il y ben avait voilà. 15 livres cette année? Ouais, cette année, il y avait 15 livres, ouais. Ouais, ouais. Et donc, du coup, ouais, j'ai fait un tiers de la boucle. Puis quand t'abandonnes, en fait, après, il y a le retour au camp. Et là, le retour au camp, ça a été juste interminable, en fait, parce que j'ai mis 2 heures à rentrer. Il y a 5 kilomètres, j'ai mis 2 heures et c'était vraiment très très long, mais j'étais au bout, hein, vraiment au bout. Je pense que j'ai payé à ce moment-là mes bêtises du premier tour. Et voilà, c'est comme ça. Et surtout, bah, ce qui s'est passé après ma course, en fait, a été tellement fort parce que quand je suis arrivé, les autres après sont arrivés très vite pour la transition entre la quatrième et la cinquième boucle. Et Mhm. donc là, il s'est passé juste des choses Plein de moments forts au camp, hein? complètement incroyables. Donc, moi, finalement, ma course s'arrête. Et forcément, il y a un peu de déception et tu te dis, bon, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et puis après, il se passe ce que tu vois, la transition 4-5 incroyable, les finishes incroyables. Et là, tu t'as même pas la déception de ta course, tu as juste la fierté d'avoir été là, d'avoir donné le D'avoir maximum. vécu ça aussi, hein? Et ouais, clairement, et comme je disais tout à l'heure, le privilège d'avoir assisté à ces scènes-là, hein, clairement. Enfin, il y Puis a, c'est comment tu sais, mettons, tu l'as vu sur le documentaire de l'édition légendaire 2012, c'est comment de se faire jouer la super tune de trompette que, ah, OK, c'est terminé, puis... Ouais, ouais. Moi, je l'avais vécu à la Termine Room, ça, donc du coup, j'étais un peu préparé à ce moment-là. Mais euh, ouais, je pense après, quand tu viens avec un objectif et que tu l'atteins pas, c'est compliqué d'entendre cette sonnerie-là. Quand tu Ouais. as, quand tu as finalement la fierté d'avoir tout donné et que tu as atteint, bon là, c'était un objectif intermédiaire pour moi, la fun run, mais ouais, elle était plutôt bien réalisée avec les difficultés que j'ai eues. Ouais, tu entends cette sonnerie-là comme un moment qui vient signifier que tu as fait partie de la vibration de la course et que c'est quand même vraiment de la chance qu'il y ait cette sonnerie qui soit jouée pour toi, quoi, cette sonnerie au mort. C'est C'est, clair. Puis tu fais quand même partie du top 10 de 40 athlètes incroyables là, qui étaient tous là. ouais, ouais, après, c'est vrai qu'il y a pas vraiment de classement et c'est pas vraiment ce qui compte à la Barclay, mais Ouais, euh, mais et puis surtout, cette année, il y avait un niveau, une densité incroyable, parce que du coup, tu dis 10 ouais, on est 10 à être reparti sur la quatrième boucle.
Mhm. Ça, je crois que ça a jamais été le cas. Il y a eu 12 fun runs, ça a jamais été le cas. Déjà l'année dernière, il me semble que c'était 9, c'était le record. Donc il y avait Ouais, vraiment une densité cette année. Alors avec des conditions météo certes qui étaient plutôt favorables, même si on a eu très chaud, c'est beaucoup mieux que de la pluie, hein, clairement. Mais ouais. ouais, il y avait un pack d'un très très haut niveau et puis des gens qui se préparent exclusivement pour ça et avec déjà des qualités intrinsèques de folie. Donc ouais, ça a donné ce que ça a donné cette année avec 5 finishers et avec des 7 participants, 7 partants sur la cinquième boucle. Ça aussi, c'est complètement fou. Du Ouais, coup, la ouais, ouais. transition 4-5 avec les sept transitions, c'était fou, quoi. Puis là, qu'est-ce que tu as fait, toi? J'imagine que tu es allé dormir un peu avant d'assister à ce qui se passait sur le camp. Bah du coup non, alors j'ai pas pu dormir parce que c'était imminent l'arrivée. Je me suis douché et puis je suis revenu à la barrière pour assister aux transitions 4-5. OK. Bon, un peu déphasé, je t'avoue, et puis en plus choqué par ce qui s'est passé parce que c'était vraiment dingue. Il y a des vidéos qui sont sorties, et notamment le geste incroyable de Jared envers Jasmine, qui lui laisse le choix de la boucle et la boucle en sens horaire. Voilà, c'est John qui a fait aussi un peu la même chose avec Damien qui fait tout pour partir dans le sens horaire. C'était vraiment des moments fous et là bah du coup je suis allé me coucher effectivement. Il fallait quand même que je dorme un petit peu, mais tu vas te coucher avec en te disant là il se passe quelque chose, mais j'ai rien envie de louper donc j'ai dormi que 3 heures finalement. Je me suis levé le matin. Je suis rien qu'à penser à l'éventualité du finish de Jasmine, je me suis mis à pleurer. Tu vois, tellement tu sens enfin, ce qui s'est passé pour Jasmine entre la boucle 4 et 5, où elle a ressenti tout le poids du finish féminin sur ses épaules. Et là, tu te dis, mais on est en train d'assister à un truc juste. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et puis, ce qui se passe après, ça fait encore rentrer le truc dans une autre dimension. Elle passe à la tour. C'est infaisable. C'est pas possible. Elle va pas finir dans les temps. C'est mort. Et puis elle surgit de nulle part. Enfin, vraiment, elle est allée le chercher ce finish. Donc, je parle beaucoup de Jasmine là, mais les autres sont tout aussi incroyables. Mais la portée symbolique et le dépassement de Jasmine qui est vraiment allée chercher ce finish et le finish pour la première femme de la Barclay, À ça, moins c'est de un deux moment, minutes. ouais, ouais, à moins de 2 minutes. Et puis, tu te demandes même comment c'est possible. Enfin, vraiment, je pense que ce qu'elle a fait, je suis même pas sûr que ça soit répété, tellement c'est improbable, quoi. Et puis voilà, encore une fois, Jared qui termine pour la quatrième fois, John qui finit pour la troisième fois, Greg qui est un monstre et quelqu'un d'extrêmement humble, extrêmement discret, voilà. Et puis Ior qui est un athlète fabuleux et j'espère qu'il va exploser aussi sur d'autres courses peut-être même plus médiatisées, on va dire, parce qu'il a toutes les qualités pour être c'est déjà un athlète d'ultra trail du top niveau mondial, on se rend pas compte en plus d'être un Mhm. être humain fabuleux et quelqu'un d'exceptionnel, vraiment. Donc, chanceux, chanceux, et tu peux pas en perdre une miette, en fait. Tu dors pas parce que tu as juste envie d'assister et de prendre un maximum de ces choses folles qui se passent. Et puis après, quand tout s'arrête, tout est démonté en très peu de temps et t'es là avec tes émotions et te dire, mais c'est réel ou j'ai vu ça à distance sur mon ordinateur comme tous les ans et non, cette année, j'étais là et j'ai bien vu tout ça et ça s'est vraiment passé, quoi. Ouais, OK, super. Puis, toi, quand tu étais au camp, là, mettons, tu étais à la gate jaune, j'imagine, proche de cet endroit-là. Est-ce que vous êtes au courant en direct de ce qui se passe sur le parcours? Parce qu'il y a quand même du monde qui sont à la tour, à quelques endroits stratégiques. Ben non, en fait, du coup, il y a que la tour, donc t'as pas d'infos. On n'a pas plus d'infos que ceux qui suivent à distance. OK. Euh, la seule info, c'est la tour. La tour, elle est soit dans un sens au tiers de la boucle, soit aux 2 tiers. Donc, La tour, Twitter, puis Harvey Lewis, c'est vos seules exactement. infos. Carrément, carrément. Et donc, ouais, non, on n'a pas plus d'infos, si ce n'est qu'on a le pointage de Jasmine à la tour, qu'on sait qu'il lui reste 3h37 pour terminer, et que l'année d'avant, Karel Sabeu, qui est quand même un athlète exceptionnel, il a mis 4h10. Donc là, tu te dis, OK, bah là, il manque au moins une demi-heure, et ça va être vraiment très, très chaud. Et donc, c'est Mhm. ça qu'on a comme info, et on se résigne un peu, tu vois. On s'attend à vivre un moment
très fort en émotion, mais plus du genre du non-finish de Gary Robbins l'année où il se trompe Ah à la ouais. fin et tu te dis ça va être terrible et bon voilà tu te prépares mais puis là la rumeur le camp qui s'agite au bout tu te dis c'est pas possible quelqu'un qui passe c'est des enfants c'était les enfants de John Kelly je crois qui courent tu te dis bah c'est les enfants qui courent et puis non en fait il se passe rien et puis t'entends runner et mais si, c'est ça, elle le fait, quoi. Et puis là, tu la vois apparaître et là, oh, c'était vraiment un truc de malade. Effectivement, moi, j'étais juste à côté de la barrière jaune avec Aurélien et Guillaume. On n'est pas là pour être visible, on est juste là pour vivre le moment au plus près, en fait. Et limite, on se cache d'ailleurs derrière. Enfin, on n'est pas, on ne voit pas sur les photos d'ailleurs. Je trouve ça très bien. C'est eux qui, les finishers qui sont là aux premières loges, ils sont tous sur leur chaise à attendre Jasmine. Et puis effectivement, du coup, tu as cette énergie folle des finishes de Jasmine, du public qui est très peu nombreux, et qui du coup entre en transe, quoi. Les finishes ont été incroyables d'émotion entre tous les gens qui étaient présents sur place. Le finish de Jasmine, c'est juste fois 10 fois 100 je sais pas. Enfin, tu vois, un truc délirant, quoi. Un truc délirant. Vraiment, je sais pas si je revivrais un truc comme ça en sport dans ma vie. Ouais, c'est clair, hein? Ouais. Puis, puis c'est comment retourner chez toi dans la réalité après avoir vécu cette peut-être semaine en tout que tu as passé au Tennessee? Alors ouais, moi du coup, j'avais fait le choix de prendre 15 jours à peu près. J'ai une semaine avant la course et puis donc, après la course qui dure quand même assez longtemps. Et puis je suis resté 3 jours dans le Tennessee cette période a été un petit peu salvatrice parce que déjà ce qui se passe après la course, donc quand tout est remballé, on est effectivement sur notre planète. Moi, j'ai pas du tout de réseau là-bas, donc on a passé la soirée avec les Français sur le camp, mais il y avait quasiment plus que nous. Donc on a passé un super moment ensemble, on va se coucher et puis le lendemain matin, ça y est, c'est fini, tout le monde repart. Cécilia est partie faire une boucle qui s'appelle la Barclay Challenge Loop, qui reprend un peu des passages de la Barclay et qui est accessible là aussi. Donc si jamais vous voulez pas participer à la BFC, mais que vous voulez aller à Frozenhead, il y a la Barclay Challenge Loop qui est accessible. Il suffit de demander à Frozenhead Furto la boucle et puis il vous l'envoie, il vous dit comment la faire et ça fait une trentaine de kilomètres et 2200, 2300 mètres de dénivelé positif. Et OK, c'est OK. très jolie boucle. Et donc du coup, elle part faire ça et moi je me retrouve sur le parking et là j'allume mon téléphone et là tu te rends compte du bazar quoi. Tu vois toutes les notifications, tu vois un petit peu ce qui s'est dit sur la course et tu as le sentiment d'un décalage pas total mais en tout cas d'un énorme décalage entre ce que tu as vécu et ce que les gens savent. Et C'est surtout, clair. tu découvres que pendant 20 heures, personne ne sait rien, qu'il n'y a aucun nom qui filtre, et que s'il n'y avait pas Cécilia qui rassure tes parents en disant que tu es encore vivant, personne ne sait que tu es vivant, quoi. C'est complètement fou. Et donc cette reconnexion, elle est un peu violente quand même. Elle est un peu brutale. Et, d'ailleurs, j'avais enregistré un message avant de me reconnecter, de remerciement aux gens qui m'avaient suivi parce que je savais qu'il y avait eu beaucoup de messages. Cécilia m'avait écrit tous les messages d'encouragement, donc je les avais eus. Mais j'enregistre cette vidéo, mais je n'ai pas de réseau à ce moment-là, donc j'ai pas les notifications. Et je vais poster ma vidéo, je reçois les notifications et je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de monde qui m'a suivi que ce que j'avais imaginé. Et après, tu te dis, merde, là, je peux pas raconter, en fait. C'est pas possible. Il y a un tel décalage entre ce que j'ai vécu et ce que les gens savent que je peux pas expliquer. C'est pas explicable, quoi. Donc, moi, mon deuxième message, c'est de dire, je suis désolé, mais en fait, je peux pas vous raconter, quoi. Juste, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que je peux pas vous raconter. Puis après, tu prends tous les messages de, bah si, tu vas nous raconter. Parce que de toute façon, on va se voir, on va te boire, on va te payer des bières et puis tu vas nous raconter. Puis t'es là, hop, je vais passer ma vie à boire des bières, ce qui est très bien, mais et à raconter ça à plein de personnes. Donc c'est pour ça qu'après, moi, j'ai enregistré des petites vidéos où j'ai raconté un petit peu ce que j'ai vécu
ce que j'ai vécu à la Barclay, mais sans rentrer dans les détails. Même là, tu vois, ce qu'on échange entre nous, il y a peut-être des choses que j'ai encore jamais dites. Et c'est seulement après où petit à petit, j'ai donné un peu d'infos et ça remplacera jamais ce qu'on a vécu. Mais ça me paraît la moindre des choses pour des gens qui ont suivi complètement en aveugle cette course, où tu n'as aucune info et pendant des jours, vous êtes scotché à vos écrans, vous êtes scotché au Twitter de Kiff à attendre qu'il se passe un truc. Enfin, je l'ai vécu hein, les dernières années, c'était moi, j'étais comme vous. Et tu te dis, oui, non, mais il faut que je dise des choses quand même, il faut que je raconte quelques petits détails, mais sans que ça soit ni du voyeurisme, ni un énième récit sur la Barclay, tu vois, parce que il y a beaucoup de récits sur la Barclay et là, bah, tu vois, ce que je te dis, finalement, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que moi, en tout cas, je n'avais pas entendues. Alors, j'espère qu'avec cet entretien et ce podcast, eh ben, il y a des choses nouvelles, encore une fois, qui vont sortir et que les gens vont en apprendre un peu plus sur la magie de cette course, parce que cette course, elle est magique. Ouais, ouais, c'est clair. Ben oui, oui, puis je t'en remercie d'ailleurs aussi d'avoir accepté l'invitation au la main comme ça, là. C'est super apprécié. Ah, c'est un plaisir. Vraiment, c'est un plaisir d'échanger. Et puis, effectivement, on est aussi un petit peu plus tard. Du coup, la digestion s'est faite sur place. J'ai pris le temps de me poser et d'introspecter. Et là, 3 semaines après la course, je pense que la digestion est presque terminée, même si je vais repenser à cette course pour le restant de mes jours, je pense. Mais en tout cas, ouais, j'ai d'autres choses à dire peut-être aussi. Donc, ton invitation est tombée à un super moment et je suis ravi de partager ça avec toi et avec la communauté francophone worldwide, y compris outre-Atlantique. Donc, je suis bien content. Merci beaucoup. Super. Puis, comment tu vois ça pour la suite pour toi? C'est-à-dire, tu te projettes probablement au Frozen Head Park en 2025 pour la Barclay. Crois-tu refaire la BFC dans le futur aussi ou? Alors non, je retournerai pas à la BFC, pas cette année et je pense pas les années suivantes non plus parce que j'ai vécu mon expérience à la BFC et puis voilà, il n'y a pas beaucoup de tickets qualificatifs pour la Barclay. J'ai eu la chance d'en Non. avoir un jour. Je trouve ça bien aussi que d'autres puissent avoir l'opportunité d'aller chercher leur ticket pour la Barclay et moi je vais rentrer dans le process que j'utilisais avant, à savoir candidater et espérer que qu'on me donne ma chance et qu'on me donne ma place. Après, en étant vétéran maintenant, j'ai plus de chances d'être pris que en tant que Virgin, puisque quand tu es Virgin, tu postules, il y a à peu près 15 nouveaux Virgin chaque année sur du coup des centaines de candidatures, tandis que quand Mhm. tu es vétéran, du coup, il y a 25 places pour je sais pas combien de candidatures, mais en tout cas peut-être moins d'une centaine. Donc il y Oui, a, il puis y a plus de ça chances. l'aide que Laz, puis que eux te connaissent aussi, puis que tu aies fait une fun run. C'est quand même pas déniable comme. Voilà, après tu sais jamais, et puis voilà, je suis français donc j'ai ce défaut, et je sais pas, mais oui, mon, tout ce que je vais faire à partir de maintenant est clairement dans un but, et c'était déjà le cas les années précédentes, mais est dans un but de m'améliorer pour la Barclay. Donc le seul objectif que j'ai, c'est la Barclay 2025, sans la certitude de effectivement d'y participer, mais quand tu as vécu quelque chose d'aussi fort, si ça avait été que, entre guillemets, du sport, je serais peut-être déjà retourné. Mais là, avec tout ce que j'ai vécu à côté et l'aventure humaine incroyable et les leçons de vie que j'ai prises, et je serais fou de ne pas vouloir retourner là-bas. Et cette chance unique que j'ai eue, oui, effectivement. Alors, je souhaite à un maximum de monde de l'avoir, mais effectivement, moi, je m'étais donné 3 ans au départ quand j'ai commencé ce projet parce que on sait bien quand on participe à cette course qu'entre les aléas météo, les aléas aussi physiques d'entraînement, etc., la préparation, là du coup mon impréparation, on va dire mentale et puis mon apprentissage sur la course, ça fait que la première année normalement t'es pas au top. En tout cas, sur 3 ans, tu as plus de chances d'avoir les planètes qui s'alignent pour un finish. Donc moi, Ouais, je m'étais c'est donné clair. 3 ans, donc j'espère avoir encore une chance l'année prochaine, et puis sans parler de l'année suivante, mais en tout cas une chance l'année prochaine de pouvoir montrer le meilleur de moi-même, et en espérant que ce meilleur de moi-même soit meilleur que celui de cette année. Ouais. Ouais, ben écoute, ça donnera une autre opportunité pour te recevoir à nouveau sur le podcast. Ce Mais sera avec plaisir. puis sinon, pour la BFC, là, quelqu'un qui nous écoute,
qui aimerait y participer, ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais lui donner pour se préparer adéquatement pour cette épreuve-là? Ben, la BFC, c'est une course qui est pas si difficile, mais qui en même temps, il faut, je pense il faut arriver avec beaucoup d'humilité sur ces courses-là. C'est des courses où il faut profiter à fond. Sans parler de prépa, parce que moi la prépa elle a été cata aussi l'année dernière avec tout ce que j'ai vécu personnellement et tout. J'étais pas du tout bien préparé. J'étais pas coaché à l'époque. Là, pour la Barclay, on en a pas trop parlé, mais j'ai été coaché par Lilian de Training France, de Coaching Training France, qui m'a suivi, Lilian Gugliero, qui suit aussi Blandine Hirondelle, qui est championne du monde de trail. Et, et cette, enfin là, il m'a aidé. La manière dont j'ai été prêt à la Barclay, j'ai jamais été autant prêt physiquement de ma vie. Et la BFC, c'était autre chose. Tu peux jouer sur d'autres qualités, en fait. Si j'ai gagné la BFC, c'est oui, j'ai des qualités de base qui me permettent d'aller vite, etc. Mais c'est surtout que ce jour-là, j'avais envie, quoi. J'étais déterminé, en fait. Je te dis, ça faisait 2 semaines que je dormais pas, et en fait, le matin, avant de me lever, bon, j'ai encore fait une nuit blanche, et je me dis, mais là, tu vas te lever du lit et tu vas profiter de ta journée. Tu vas faire ton expérience à Frozen Head, et quoi qu'il se passe, tu vas profiter de ta journée, et tu vas pas en perdre une miette, quoi. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Il faut avoir, et la Barclay, c'est la même chose. Il faut être pleinement dans l'instant présent, il faut être pleinement dans ce qu'on vit. Et voilà, après, peu importe finalement la performance finale, parce que quand tu es dans cet état d'esprit, tout ne peut que bien se passer. Et après, oui, il faut un vainqueur, donc c'est un peu plus une course classique où tu regardes qui est devant, forcément, mais moi, j'ai regardé qui était devant en bas à la prison, quoi, quand on s'est retrouvés, et puis que du coup, il fallait qu'il y ait un vainqueur, et puis qu'on se retrouve à 15-20. Mais avant ça, tu penses pas du tout à aller chercher la victoire. Tu te dis juste, profite d'être sur tous les sentiers de Frozened parce que tu les fais quasiment tous sur la BFC. Donc en plus, c'est une chance de découvrir tous ces sentiers. Ouais, c'est vraiment Ouais, top. ouais, ouais. Puis, mais corrige-moi si je me trompe, mais je pense que tu as besoin vraiment moins des skills de navigation sur la BFC. Fait que c'est un aspect Ouais. qui est moins important un peu, peut-être. C'est pas du tout important, ouais, parce que du coup, c'est balisé en fait. Alors, c'est balisé pas les balisages du parc, mais tu sais la couleur des sentiers. Donc, il y a aucun, pour moi, il y a aucun risque de se tromper. Il y a eu juste un petit endroit où j'ai un peu hésité, j'ai un peu cafouillé, mais c'est moi qui ai cafouillé. Hein, c'est clairement balisé tout le long. Et donc, non, ouais, les qualités d'orientation sont pas nécessaires. Après, les qualités d'avoir un bon pied dans des terrains techniques, puisqu'il y a quand même quelques sections qui sont un petit peu techniques, c'est plutôt bien. Et effectivement, si tu as envie d'aller au bout, parce que la plupart des gens qui vont à la BFC, c'est pour finir le 50K. Là, il est annoncé à 50 km, mais ça fait plutôt 60. Mais je crois l'année dernière, on est 150 à terminer le 50K. Puis après, il y en a encore un peu plus qui ont terminé le marathon. Le marathon s'arrête au bout de 42 km. Et puis après, les autres sont INF. Mais voilà, ça reste quand même, du coup, 150 finish sur 450. Donc, il y a qu'un tiers des concurrents qui vont au bout de l'épreuve. Faut quand même pas la prendre à la légère. En fait, il y a toujours aussi cette histoire de barrière horaire. Ils gardent la barrière horaire de la Barclay. Donc, on a 13h20 pour faire la boucle, qui fait du coup 60 km à peu près et 3300 mètres de dénivelé positif. Donc, faut quand même pas traîner en route, effectivement. Surtout que nous, sur la BFC, on avait des conditions météo truc de fou. Il a fait super chaud, donc on transpirait comme des fous. Et puis après, à la fin, on s'est pris une pluie comme Frozenet peut en délivrer, donc une énorme pluie d'orage. Donc la remontée de Radjo, parce qu'on prenait Radjo dans deux sens l'année dernière, on prenait à la descente dans les ronces et à la remontée sous la pluie. Donc Radjo sous la pluie, tu glisses, quoi. C'est juste, c'est abominable. Il y a des pentes à 50 dans Radjo, donc tu t'avances pas, quoi. C'est une sacrée expérience. C'est vraiment génial. Ouais. OK, super. Puis, est-ce que tu recommandes d'avoir les bâtons pour faire la BFC? C'est interdit, ouais. Alors, ça fait partie des règles de la Ah, OK. BFC. Les règles de la BFC sont écrites nulle part. J'ai eu le malheur, il y a un groupe Facebook, en fait, sur la BFC que tout le monde peut rejoindre. Et j'ai eu le malheur de demander à un moment donné, est-ce qu'on pourrait avoir la liste des règles? Et on m'a un peu rayonné parce que la liste des règles change un peu d'année en année. Puis les règles,
tu sais, elles s'ajoutent comme ça. Donc, mais OK. là, enfin, quand même, quand t'arrives à la BFC, donc du coup, tu sais que les bâtons sont interdits, que la montre GPS est interdite, et puis il y a deux, trois autres trucs qui sont interdits. Mais voilà. Globalement, ça reste quand même plus proche à part ces détails-là, d'un trail classique, parce que tu as quand même aussi des ravitaillements, etc. Donc moi, je suis parti en autonomie complète parce qu'au départ, je savais pas. Tu sais pas, on te dit il y a un ravitaillement, mais quand tu t'intéresses à la Barclay, que tu connais les ravitaillements de la Barclay, à savoir il y a juste un Il y pot a juste de vérificato. l'eau qui est C'est gelée ça, certaines années, là. exactement. Donc du coup, à la BLC, je me suis dit, s'il y a une mauvaise blague, qu'il n'y a pas à manger, je préfère prendre à manger avec moi. Donc je me suis baladé avec mon sac plein de bouffe. Et en fait, non, il y a des vrais ravitaux avec à manger. Ouais, donc, ça se rapproche quand même un peu plus d'un trailer, on va dire, conventionnel. OK, OK, super. Ben écoute, félicitations encore pour ta performance à Barclay Marathon cette année, là. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Merci beaucoup, c'est gentil. Puis, est-ce que tu as des plans futurs pour 2024? Est-ce que tu es inscrit à d'autres événements? Bah écoute, ouais, j'ai des dossards, mais en fait, je sais pas trop comment ça va se goupiller. Là, je suis encore en train de récupérer. Et puis, comme je te l'ai dit, c'est vraiment, je suis déjà tourné sur la Barclay 2025. Donc, je veux vraiment que mon programme de cette année, il serve. J'ai un gros défaut, c'est que le temps que j'ai passé sur la Barclay, 41 heures, c'est aussi le temps que j'ai passé à la Backyard en 2019, 41 heures. Et c'est mon Mhm. max en course, en fait. Je suis jamais allé au-delà. Et la Barclay, c'est 60 heures. Donc, il va falloir que je trouve sans doute des moyens, que ce soit Backyard ou autre, pour un peu aller passer ces 60 heures. Plus que ça, même éventuellement, pour mieux me connaître. Voilà, donc j'ai des idées pour l'instant, mais tu vois, ça passera peut-être pas forcément par des dossards. Je suis pas un fanat du dossard. Voilà, j'ai des jambes et si j'avais envie d'améliorer ma cote UTMB Index, je pourrais le faire. Mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de passer des bons moments en montagne avec des copains et puis de faire des belles bambées. Et puis ouais, je vais essayer de me trouver un projet perso, mais ouais, j'ai pas ce besoin en tout cas pour 2024 et ça me va peut-être bien aussi de disparaître un peu des radars parce que ça me correspond peut-être pas tant de d'être tu vois, j'ai vu mon nom sur des listes, t'es là, waouh, il y a des gens qui me suivent maintenant en mode le gars il peut finir la Barclay et tout, ça fait bizarre, tu vois, donc c'est peut-être pas plus mal que je disparaisse un peu et puis même si je participe à la Barclay l'année prochaine, je pense que personne ne le saura à part mes proches, je vais pas le dévoiler parce que ça fait aussi partie de l'état d'esprit de la course. Ouais, puis Et tu veux pas voilà. subir cette pression-là, j'imagine aussi, hein? La pression, pas tant, parce que cette année, j'étais ravi de partager ça, au contraire. Comme les gens savaient que je la faisais, j'étais ravi de partager ma prépa. Mais après, voilà, tu te rends compte aussi sur l'événement que ça fait partie de la course que d'avoir la liste des participants secrète, en plus de la date, en plus de plein d'autres choses. Ouais, ouais. Puis Voilà, ça fait toi, partie. est-ce que tu étais au courant qui allait être là, à part des Français? Ouais, nous, on s'est un petit peu. En vrai, si t'es vraiment énervé, tu peux quasiment reconstituer la liste de départ avant la course. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. Mais quand même, avec Auré, quand on s'est vu au mois de janvier, du coup, on avait déjà listé les potentiels finishers. Et à ce moment-là, je crois qu'on avait parlé de 7. Et puis finalement, on est arrivé à 10 à un moment. Puis après, on a même parlé de plus que 10. Donc c'est là où on s'est rendu compte qu'effectivement, cette année, il y avait un énorme niveau. Et les C'est 5 clair. finishers, pour nous, c'est pas du tout une surprise. Pas du tout une Ouais. surprise parce que vraiment la liste des partants cette année était hallucinante. Ouais. Et ça, on le savait, on le sait depuis quelques temps, effectivement. On le savait quelques mois à l'avance. Sans tout dévoiler, en janvier, on était au courant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'à un certain point aussi, il faut que si tu vas avoir une préparation optimale, c'est intéressant que tu le saches plus que 2 semaines d'avance. Ouais, voilà, il y a quand même ça. En fait, tu vois, tout le monde, ça c'est un truc qui me fait rire aussi dans l'analyse et dans les articles qu'on peut lire après coup. Tout le monde, enfin, les journalistes, ils parlent de Laz comme quelqu'un de sadique, qui aime faire souffrir les gens et tout. Mais Laz, il adore les gens. Il est Ouais. absolument estomaqué par les performances qui sont réalisées à la Barclay. Puis Il c'est est tellement quelqu'un absolument, de rassembleur aussi. mais oui, il est absolument ravi que Jasmine ait terminé la Barclay. Ben oui. Et, et en fait, voilà, il y a cette dualité dans le personnage. Il est taquin, donc il va avoir des mots. Voilà, tu vois, quand je suis parti sur la quatrième boucle, il m'a balancé. Bah,
façon, là, ça descend, hein. Donc la quatrième boucle, moi, tout ce que je vois, c'est que ça descend. Donc vas-y, hein, c'est facile, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui est vraiment incroyable, et Karl également, hein, qu'on a rencontré. Donc ils sont pas du tout là pour nous mettre des bâtons dans les roues, bien au contraire. Ils sont vraiment là pour nous aider, à donner le meilleur de nous-mêmes. Ce qu'ils ont créé est vraiment un événement très très fort pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et tous ceux qui participent ou ont participé à une backyard comprendront ce que je veux dire. L'état d'esprit, il y est aussi. Il y a vraiment cette célébration de la performance et du dépassement de soi, qui est indéniable dans leur format, je pense. OK. Puis qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut participer au Barkley Marathon un jour? Et ben, le seul conseil à suivre, c'est suivre ses rêves. Il faut se donner les moyens de ses rêves. Voilà, je pense que c'est ce qui fait avancer dans la vie, en fait. Il faut pas dire c'est un rêve inaccessible. Tous les rêves sont accessibles à condition de s'en donner les moyens. Donc, le seul conseil, c'est ça. OK, super. Puis, par curiosité, est-ce que le format 200 miles, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser dans le futur pour toi? Je sais pas. J'ai, pour tout te dire, c'est un truc que j'ai pas trop dévoilé, mais si la BFC n'avait pas eu le résultat qu'il a eu, je pense que j'aurais probablement laissé l'Ultra Trail de côté pendant au moins quelques temps, parce que Ah ouais. ouais, j'avais eu pas des super résultats ces dernières années, et puis l'envie de revenir un peu sur la course d'orientation où je m'amuse aussi beaucoup, et envie de partager avec les copains et tout ça. Donc là, bah du coup, c'est un peu nouveau pour moi. J'ai remis le doigt dans l'engrenage de l'Ultra Trail. L'Ultra Trail est revenu à moi, et du coup, je sais pas où ça va aller en fait. Et puis j'ai pas envie de me dire euh, ouais, ce que je vais faire dans 5 ans, dans 10 ans. En fait, je sais pas. Ouais, ouais. Mais ce que je sais, c'est que mon projet, c'est la Barclay, et que tout ce qui viendra servir le projet de la Barclay, j'ai les yeux grands ouverts et les oreilles bien bien attentives. Mais ouais, tu vois, faire des bornes pour faire des bornes, ou faire des trucs vraiment interminables ou quoi. Bon, moi, j'en ai pas le temps. C'est vrai que j'ai une vie et professionnelle et personnelle, avec j'ai une petite fille. J'essaye de faire attention à pas m'absenter trop longtemps non plus. Donc, bien sûr, quand on voit les bambées de Carrel, etc., ça fait envie. On a envie. J'ai lu aussi les livres de Scott Jurek, Nord, qui est fabuleux sur sa traversée, c'est l'Appalachian Trail. Mhm. Forcément, ça fait envie, mais en fait, là, pour l'instant, j'ai pas du tout la vie qui va pour faire ça. Et je sais pas si je l'aurai un jour, et ça sera pas un regret, parce que c'est pas, pour moi, c'est pas un rêve que d'aller faire ça. Et par contre, je sais que les rêves, ils arrivent un peu au fur et à mesure, il faut juste les écouter. Et puis, tu vois, un truc qui a rien à voir, mais j'ai très envie de faire un marathon un jour, un vrai marathon sur route, et si possible pas trop tard pour faire un chrono, parce que c'est un truc qui parle un peu à tout le monde. Et j'ai très envie aussi de faire un format, alors pour pas citer la marque, 73 en triathlon, pour faire ces longues bambées en triathlon, avec de la natation qui est donc mon sport de base. Ça serait rigolo de revenir à ça. Le vélo, qui est un sport que je commence à apprécier, et puis terminer par un marathon. J'ai aucune prétention là-dedans, mais j'ai envie de le faire, et je serais déçu à la fin de ma carrière de sportif si j'ai pas fait ça. Donc voilà, un marathon, c'est pareil. Quand j'étais gosse, je voyais le panneau du marathon du village d'à côté, et pour moi, ça m'a fait rêver. Donc, je veux participer à un marathon, même si quand tu vois mon CV et ce que je fais en ce moment, tu te dis, mais qu'est-ce qui va venir foutre sur un marathon? J'ai envie, donc je le ferai. OK, OK, super. Ben, c'est fort intéressant. Puis je trouve ça intéressant aussi, là, un petit peu ton spirit de pas trop voir loin devant, focuser sur un truc. Parce que des fois, quand on essaye de focuser sur 5 choses en même temps, on s'éparpille, puis les 5 n'avancent pas, tu sais. Mais tu sais, c'est aussi un apprentissage là-dessus, hein, parce que j'ai fait bien de l'essai-erreur, et j'ai été de ceux qui ont mené de front beaucoup trop de projets et qui en ont bien foiré, et notamment bah, sur la période dont on parlait, là, du Covid, etc., où j'ai fait beaucoup, beaucoup trop de choses, et j'ai rien fait comme il faut, ou presque rien. Si j'ai réussi au niveau professionnel quand même à peu près sauver les meubles, mais franchement, non, c'est une leçon de vie que j'ai prise, et qui me permet aujourd'hui d'avoir cet état d'esprit-là. On fait l'entretien il y a un an. Je pense que
j'ai pas du tout le même discours. Donc, tu vois, la Barclay, elle est arrivée la bonne année. Au final, c'est comme ça, hein. La vie, c'est fou, hein. Il se passe des trucs. Voilà, c'est comme ça. C'est quand c'est le bon moment que ça se passe. Ouais, 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 clairement. Ben écoute, félicitations encore pour ta Merci. première. C'est que moi, je devrais dire, pas premier essai, mais réussite à la Barclay parce qu'une fun run, je pense que c'est si on ferait le pourcentage des participants qui font une fun run au premier essai, c'est quand même très faible, là. Donc, félicitations pour cet accomplissement-là cette année. C'est super. Puis félicitations aussi pour ton retour en piste dans le sport d'endurance parce que tu as surmonté plein d'épreuves puis tu es vraiment revenu en force. Fait que c'est super inspirant ton parcours. C'est gentil. Ben, un grand merci aussi de m'avoir choisi et de m'avoir écouté. Et puis un grand bravo à toi pour ce que tu fais et les podcasts. J'en ai plein à découvrir. J'ai écouté rapidement celui avec Seb, mais je vais l'écouter bien plus attentivement parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent dans ce podcast. Et je pense qu'il y a plein d'athlètes hyper inspirants que tu as pu interroger. Et ça, bah ouais, c'est génial. On se nourrit les uns des autres, hein, de toute façon. Donc ça, c'est une évidence. Super, ben merci beaucoup à toi. Puis, est-ce que tu as des trucs à plugger en finissant, plus personnel est-ce que ta compagnie de voyage est encore active? Ouais, carrément. Ouais. Donc, mon agence s'appelle Très in France et on fait des stages un petit peu partout en France, mais on sort un tout petit peu des frontières aussi. Bah, tu vois, cette année, un peu avant la Barclay, je suis allé encadrer un stage à Madère, qui est OK? aussi une super destination pour le trail. Donc, on va aussi Oui, un petit peu clairement. dans les Dolomites, etc. Des endroits qui sont fabuleux. Et ça aussi, c'est une vraie chance. Moi, je suis accompagnateur en montagne de pouvoir allier le plaisir et le travail, même si aujourd'hui, mon travail est plus un travail de bureau, de gérer un petit peu tout ça. Et après, ouais, bah, le mot de la fin, c'est de dire merci à la fois à tous ceux qui m'ont soutenu, que ce soit mes partenaires, tu vois, Ogaron qui m'a énormément aidé depuis des années aussi au niveau des tenues et qui sont des tenues hyper adaptées pour moi pour la Barclay, tous mes partenaires, et puis même dans l'organisation du travail, tu vois, 13 in France m'a permis ces derniers mois de travailler moins, d'avoir des jours de congé que j'avais pas posé les 2 dernières années, j'ai pas pris beaucoup de vacances pour m'entraîner pour la Barclay, et ça c'est aussi essentiel. Les collègues qui ont été fabuleux, les copains qui ont été fabuleux, et en fait tout ce soutien, tu vois, quand je parle d'aventure humaine, j'ai beaucoup parlé de la Barclay, de la course, mais en fait dans la prépa et la course ça dure 3 jours. La prépa, ça a duré 6 mois. Lilian, il m'a coaché pendant quasiment 6 mois. Les copains, ils m'ont soutenu pendant tout ce temps-là. Les collègues, ils m'ont soutenu pendant tout ce temps-là. Et les partenaires, ils me soutiennent certains depuis 4 ans et ils vont continuer à me soutenir dans ce projet. Et ça, c'est vraiment fou, en fait. Ça t'aide aussi. Et le jour de la course, il y a la course en elle-même, mais il y a tout ça que tu sens et que tu ressens et que tu te dis, continue, mec, juste lâche rien. Et quand t'arrêtes, c'est vraiment, tu peux plus, quoi. J'avais dit, j'arrête quand j'aurai soit une fracture, soit je serai hors délai. Bon, la fracture, je l'ai faite dès le premier tour, mais c'était à la main, donc ça comptait pas. Et par contre, j'ai quand même fini bien pété. Je pense que j'ai respecté ma promesse, et l'année prochaine, la promesse, elle sera identique. Super. Ben, merci beaucoup à toi, puis super inspirant ton parcours. Puis écoute, continue, puis je te souhaite de la terminer, cette course-là, un jour. Tu es vraiment un des bons candidats qui a tout pour la terminer. Ben, c'est gentil, merci beaucoup. Merci à tous pour le soutien et merci à toi pour ces bons mots. Ça fait plaisir.